Bah, ça y est, deuxième podcast du coup. On se retrouve donc avec je commence par les filles du coup, on m'excusera Luc, mais avec Eve, Claire Vas-y, vas-y, et vas-y. Luc. De toute façon, je pense que en soi, Trop content. tout le monde vous connaît à peu près. Donc les présentations, en soi, on va un peu passer. Puis de toute façon, ça va être justement quand on va parler bah, que vous allez vous présenter vous-même, parce que je pense qu'au moins en tout cas en disant ce que vous pensez, c'est une bonne présentation, je pense. Après l'objectif, même si je pense qu'on va parler et ça va forcément déborder, ça va être de parler un petit peu du hors-saison chez les femmes dans le monde du fitness, mais là il y a tellement de choses à dire, je pense que on peut partir pendant des heures et des heures. Je sais pas, je m'étais dit on va partir un petit peu parce qu'il y a plusieurs points à parler, en tout cas à aborder. Je pensais au côté entraînement, au côté nutrition, au côté micronutriments, micro-supplémentation, on va dire. Et surtout le côté psychologique, c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder parce que ce soit chez les hommes et chez les femmes, c'est quelque chose qui est quand même assez dur, et de plus en plus chez les personnes, parce que je pense que tous autant qu'on est là, on peut témoigner qu'il y a de plus en plus de jeunes qui attaquent et qu'il y a de plus en plus aussi de problèmes, entre guillemets, enfin, ouais, de problèmes. Après, il y a ce facteur psychologique à prendre en compte maintenant, même avant même de prioriser un entraînement optimal, bah, faut déjà optimiser tout ce qui est la partie psycho, si je peux dire, quoi. Donc, je sais Ouais. pas, vous voulez qu'on attaque sur quoi, du coup? Bon, on peut peut-être commencer déjà avec on va dire ce qui est la base de la base, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une de la partie psychologique, mais c'est plus lié à tout ce qui est changement de poids. Ouais, Ça peut exactement. influencer pas mal les filles, que ce soit surtout quand elles débutent, que ce soit sur prendre du poids, devoir prendre du poids ou accepter d'en perdre. Je pense que ça peut être déjà une problématique de base. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Vous êtes les principales Surtout concernées. quand tu parles du off-saison, quand t'es monté sur scène avec une certaine shape et qu'après tu pars en off-saison et que tu vois que ton corps il change, etc. Moi je suis jamais montée sur scène, mais je pense que c'est quelque chose qui est pour pas mal de femmes, mais même les gars et tout, assez compliqué à gérer parce que tu dois changer, tu dois aussi reprendre un peu du gras et tout, et puis je pense que déjà à ce niveau-là c'est déjà aussi un peu dur, quoi. Parce que quand tu t'es vu sur scène avec une shape vraiment incroyable, on va dire, bah après c'est très très dur, je Et pense. même quelqu'un qui est pas monté sur scène, qui a fait une cut, C'est ça. c'est Ouais, très clairement. compliqué psychologiquement, tu vois moins tes séparations, tu as des détails musculaires qui partent. Chez les femmes, bah en plus c'est assez commun aussi, bah il y a le bas-ventre qui commence à se ballonner un petit peu. C'est tous des trucs qui psychologiquement sont assez durs à gérer, quoi. D'un coup, le miroir il renvoie une image un peu compliquée, quoi. Bah, moi, j'en viens au fait, même au-delà de la musculation. Moi, avant, j'étais une brindille. Et quand j'ai dit je veux faire wellness, on me dit, bah, Claire, il va falloir que tu acceptes de prendre du gras et de pousser fort et d'attendre, de grossir, de manger, de grossir, de manger. Et c'est vrai que même avant la scène, faut que mentalement tu dises, ok, bah, si je veux cet objectif-là, va falloir que je fasse certaines concessions, quoi. Donc, ça démarre de là, pour moi. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ouais, bah, moi, j'ai un peu le même problème que toi, t'avais peut-être un peu au début. C'est que moi, j'ai toujours été hyper fine et j'ai eu toute une partie aussi de ma vie où j'étais vraiment, j'étais vers les 40 kilos, etc. Et toujours aujourd'hui, j'ai plus du tout, genre, la peur de me peser ou ce genre de choses. Et là, par exemple, j'ai pris une sèche, pas du tout une prise de masse, mais vraiment, j'essaie de faire le plus propre possible. Et même juste de voir que je mange beaucoup plus et tout ça, même si par exemple j'ai encore les cuisses un peu découpées, etc. Bah direct de savoir que tu manges plus, que du coup t'es un peu plus ballonné parce que c'est normal. Tour de taille, ouais. Ouais, c'est ça. Déjà même moi je suis un peu en mode oh putain, je suis vraiment en train de gérer le truc et tout et alors que c'est juste un truc normal même quand tu fais un truc super propre en fait. C'est très dur de se voir changer, quoi. Ah, c'est ça, puis l'impact des réseaux, les filles, on prend toujours, on a toujours une idéale, etc. Et on la voit, on se dit, punaise, elle a toujours le ventre plat, comment elle fait, elle est là, elle est à la salle, elle a le ventre plat, moi je mange 15, j'ai l'estomac qui va sortir. Enfin voilà, et tu te dis, tout ça, ça travaille en fait. Et tu dis, moi je suis pas normale, alors que comme tu dis, c'est tout à fait normal le processus, quoi. C'est le problème des réseaux, justement. Parce que là, ça déborde un petit peu, enfin, ça déborde non, mais c'est un autre aspect de l'aspect psychologique dans le sens où, quoi qu'il arrive, n'importe quel objectif que tu as,
J'en discutais avec une fille que je prépare qui veut faire un semi-Ironman. Elle me dit ouais putain c'est horrible parce que sur les réseaux je vois que des gens comme ça qui sont hyper prêts, qui sont ci, qui sont là. Ouais. Et c'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Ça marche. En fait, typiquement ça marche aussi pour cet exemple qu'on a là. C'est qu'en fait mine de rien ton flux d'informations, n'importe quel réseau sur lequel tu sois, bah il est en fonction de ce que tu regardes et au plus tu vas regarder ça, au plus ça va t'en renvoyer et au plus tu vas pas comprendre que entre guillemets bah ça te renvoie toujours les images que toi tu vois. Donc typiquement quelqu'un une bikini sèche par exemple ou une wellness sèche, et alors qu'en fait tu te rends compte que ça c'est 1% quoi, 1% de cette niche qui est enfin voilà c'est une niche dans la niche quoi. Ouais, mais au-delà de ça, c'est aussi l'aspect, il faut pas oublier que les réseaux sociaux, pour la grande majorité, je dis pas que tout le monde le fait, que tout ce qu'on voit c'est du faux, mais c'est avant tout, la plupart du temps, un masque. Exactement. C'est-à-dire que les gens jouent de l'image qu'ils ont. On va jouer sur la lumière, sur le cadrage, sur l'instant parfait. On a une super photo à l'instant T. C'est pas une photo ou une vidéo qui reflète vraiment notre condition dans l'état actuel. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est tellement focalisé aujourd'hui sur ça, on se dit, elle est comme ça, ou il est comme ça au quotidien. Ouais. Alors qu'en réalité, c'était juste une photo comme ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je le vois dans la vie de tous les jours, que ce soit pour le body, même pour l'aspect psychologie globale, les gens sont très terriblement influencés aujourd'hui par les réseaux et ce qu'ils voient, ils pensent que c'est une généralité, que c'est un quotidien, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un instant. Et c'est ça le gros piège aujourd'hui des réseaux sociaux. Alors pour les filles en particulier, c'est encore plus un piège parce que voilà, tous les trois, vous avez des filles en suivi et comparé aux hommes, les filles, c'est toujours les premières qui vont voir les petits défauts. J'ai la cellulite, je suis ballonné. Voilà, nous les mecs en suivi, c'est beaucoup moins ça. Ils vont te dire ouais, j'ai pris un peu de gras. Mais ils s'attardent moins sur ça que les filles, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et si en plus il y a cet aspect, les réseaux sociaux derrière qui font qu'empirer, que creuser ça, c'est un cercle vicieux en fait. Ouais. Ouais, clairement, c'est ça, c'est un gros cercle vicieux. Et c'est pour ça que moi j'essaie de leur dire. D'ailleurs, j'ai une cliente il y a pas longtemps aussi, pareil, entre guillemets, elle fait un burn-out de la muscu, tu vois. Et à cause de quoi? À cause des réseaux. Et pourquoi aussi? Parce qu'elle a été enchaînée des compétitions en France à regarder en tant que spectatrice, tu vois. Et je lui ai dit, en fait, c'est là, tu t'es enfermé dans la bulle. Je l'ai déjà fait, donc enfin, même si je suis un homme et pas une femme, mais le problème, tu t'enfermes dans cette bulle et tu vois que ça après, et tu te dis, bah, en fait, de toute façon, moi, je suis éclaté, il y a rien qui va, machin, je comprends pas, moi, j'ai pas de résultat, j'ai pas ci, j'ai pas là. Alors qu'en fait, c'est juste que ton œil, il est focus vraiment que sur cette petite niche qui est prête à ce moment-là, ou la petite niche qui te renvoie toujours les mêmes photos sur Insta. Ils ont fait une prépa dans leur vie, ils ont pris 18 000 photos, et du coup, ils te renvoient toujours les mêmes photos, tu vois. Et ça, c'est un très très gros danger, ouais. Ouais, exactement. C'est pour ça que là, en gros, bah, le droit à la déconnexion, c'est plus un droit, mais c'est un devoir de se l'imposer, je pense, à soi-même là-dessus, mais c'est compliqué, quoi. Ouais, clairement. Et je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut épiloguer encore sur cette thématique. Non, on peut, enfin, de toute façon, à mon avis, on y reviendra, de toute façon, quoi qu'il arrive, vu les questions. Que dans les questions que les gens ils ont posées, il y a sûrement aussi des choses là-dessus. Donc, bah, ça y revient, ouais, de toute façon, ouais. Alors moi, j'ai eu une question. Je me dis si vous voulez répondre maintenant ou pas ou plus tard, peut-être qu'on pourra faire le lien. C'est toujours le même raisonnement qui vient. Est-ce que pour une fille, moi j'ai mon idée en tête de réponse, mais voilà, je la partage. Est-ce que pour une fille, ça va être intéressant, pertinent de faire un hors-saison en mode bulk? Ouais, je l'ai eu aussi la question. Voilà, donc bon, j'ai posé la question, donc je laisse quelqu'un d'autre répondre. Je sais pas qui. Je pense que la réponse est très personnelle en fonction donc déjà du préparateur et de comment le préparateur travaille, de comment il voit les choses, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses différentes qu'on voit. Moi, personnellement, je suis pas trop fan de cette approche. Je préfère que ça prenne un peu plus de temps, mais que ce soit un peu plus propre, un peu plus qualitatif même, justement pour le côté psychologique de la personne. Mais après, ça, c'est mon avis et peut-être qu'il y a un autre coach qui va penser tout l'inverse et enfin, ça veut pas dire que c'est faux comme ça. En tout cas, de mon point de vue, je préférerais personnellement et pour mes athlètes, je préfère faire quelque chose qui est un peu plus long, faire une prépa par exemple d'1 an à la place de 6 mois, mais vraiment de prendre le temps de faire les choses correctement, d'essayer d'être le plus qualitatif possible avec le moins de masse grasse possible, même si pour les femmes, on enlevant la chimie et tout ça, pour les femmes, c'est un peu plus dur que pour les hommes, déjà de base, mais voilà quoi. Je
Enfin, c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est juste qu'il faut aussi accepter de prendre un peu plus de temps. Et c'est aussi souvent ce que les gens ne veulent pas, quoi. Ça, c'est sûr. On est dans l'immédiateté. Ouais. Donc, ouais, Moi, Non, mais je rejoins Eve. C'est tellement subjectif en fait. Et puis le truc, c'est que une femme, ça sert à rien de la blinder pour qu'elle soit à un taux de masse grasse hyper haut. Déjà, je pense que le corps, il est saturé. Enfin, ça sert plus à rien. C'est même pas constructif. Et puis le truc, c'est que, bah, par exemple, moi, les gens ils me disent ouais, en 6 mois, t'as explosé. Oui, mais c'est moi. Peut-être que toi, il te faut 2 mois. Peut-être que une autre fille, il lui faudra 1 an. Peut-être que, enfin voilà, le truc, c'est que tu peux pas comparer telle ou telle personne parce que c'est pareil. Ma diète à moi ne va pas correspondre à une telle, à une telle, à une telle. Et et faire un bulk pour faire un bulk, voilà, on peut pas comparer. Et il faut pas saturer le corps. Pour moi, comme elle dit Eve, il faut que ça reste qualitatif. Moi, j'ai toujours eu des bulks mine de rien qualitatifs. Quand on voit que le taux de masse grasse, il arrive à une certaine hauteur, ça sert à rien d'aller au-delà parce que ce sera plus du tout constructif et c'est vraiment saturer le corps pour rien et après c'est l'effet inverse quoi. Mais c'est exactement ça, ouais. Ouais. Après, il y a un truc à prendre en considération aussi, et c'est qu'à un moment donné, bah, il faut accepter aussi comme on disait au début, et tu l'as dit Claire aussi, il faut accepter qu'à un moment donné, quand même, on est justement un taux de masse grasse qui augmente, parce que Surtout chez les femmes. on peut pas rester non plus à une condition chez les hommes de 10-12% ou chez les femmes de 18%, 15-18%, si à un moment donné, on veut vraiment rajouter de la masse musculaire. Après, ça va dépendre aussi de comment on a basé notre pourquoi et nos objectifs. Si nos objectifs ils sont solides, ils sont actés dans le sens où typiquement je veux rester en bikini et là en soi j'ai pas besoin de faire, c'est sûr que là j'ai pas besoin de faire de bulk, hein, mais ça va dépendre voilà vraiment aussi de l'objectif de base, je pense. Ouais, je pense aussi ça tout dépend en fait de la marge de progression qu'on a en fait. Tout dépend. Si aujourd'hui tu veux te préparer pour bikini, pour wellness ou woman ou figure, ça n'a absolument rien à voir. Exactement. En termes de hors-saison. Une bikini, c'est de base une bikini c'est hors saison. C'est hors de question de faire un hors saison en mode bulk. Pourquoi? Parce que il y a très forte chance si elle a de la facilité à faire de la masse musculaire, il y a très forte chance qu'elle se retrouve hors KT, hors critères. Et c'est comme ça. Ouais, voilà. Et pour une fille qui veut rester en bikini, qui n'a pas envie de passer dans une KT, ça va être très compliqué par la suite de devoir lui faire perdre du muscle et en même temps lui faire perdre du gras. Voilà. Donc, je pense que pour une fille qui démarre, qui débute et qui a des objectifs, on va dire, plus poussés qu'au-delà de bikini, wellness, elle peut se permettre de pousser son hors-saison plus loin, d'accepter de faire, comme disait Eve et Claire, et même toi Alex, de faire un petit peu plus de fat, mais tout en restant raisonnable. Maintenant, pour une bikiniste, la stratégie sera complètement différente. Le but sera de rester le plus propre possible. C'est déjà suffisamment compliqué de préparer une bikini façon, je dis pas que les autres KT sont difficiles à préparer, mais aujourd'hui, une bikini, quand on voit les critères, ça devient tellement compliqué de savoir comment bien les départager sur un plateau. On peut pas se permettre de faire un bulk fat et de se permettre d'avoir 4 mois pour la préparer et atteindre les critères qui sont demandés, quoi. Donc, ça dépend vraiment, en fait, de la KT, de la marge de progression qu'on a. Il y a le critère aussi génétique, une fille qui va prendre plus facilement du muscle. Voilà. Et également, il y a aussi l'aspect chimie, mais bon, chez les filles, c'est toujours moins poussé que chez les hommes, en théorie. Ouais, en théorie. Mais il y a aussi ce qu'a dit Eve, c'est vrai que si tu vois que la personne psychologiquement, elle est assez, j'ai envie de dire, instable, c'est peut-être un peu fort, mais tu vois que déjà, ça risque d'être compliqué, faut pas, quoi, parce que derrière, oui, il y a aussi l'aspect psychologique, voilà, en plus, qui vient se rajouter à tout ça. Et ouais, on en revient toujours à ça, à l'aspect psychologique. S'il est pas là, de toute façon, tu vas pas progresser. Donc, tu auras beau faire tout ce que tu veux. Si tu te trouves horrible dans le miroir, ton corps, il va pas bouger. Il va se mettre il va bloquer. Clairement, je l'ai déjà eu fait et il y a rien qui vient. Mais c'est pareil aussi, il y a, tu vois, cet aspect, parce que tu peux faire aussi une bulk, plus qualitative, mais de genre aussi, la faire traîner dans le temps, et ça je le vois quand même plus chez les gars, mais le problème c'est qu'à un moment donné, entre guillemets, les récepteurs, parce que t'as pas de récepteur de la prise de masse en soi dans ton corps, mais ça sature, et c'est pareil, ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Si tu vois que la personne, ça fait 18 mois qu'elle est en surplus calorique, même si c'est un léger surplus calorique, tu sais que là tu fais plus rien de qualitatif à un moment donné, quoi. Tu es en train de végéter, quoi. C'est ce que je disais, ouais. C'est ce que je disais. Après, ton corps, il arrive à sa limite et ça sert plus à rien, quoi. Ça, il faut relancer la machine dans l'autre sens pour pouvoir relancer comme il faut derrière, quoi. C'est clairement.
C'est un peu le principe de la surcompensation, quoi. Après, je pense que au niveau aussi de ces histoires de prise de masse et de tout ça, euh, je, je pense que quand aussi la partie psychologique elle arrive, parfois ça vient aussi poser problème au niveau du sommeil, de la récupération, et à ce moment-là, ça devient aussi beaucoup beaucoup plus dur en fait de faire une prise de masse qui est qualitative. Et c'est pour ça où encore une fois, moi je trouve que c'est plus intéressant de faire quelque chose qui est vraiment propre, enfin le plus propre possible. Après, ben voilà, comme on a dit, si je veux passer figure ou wellness, bah faut quand même faire de la masse, quoi. Mais c'est là aussi où je trouve que c'est plus intéressant et plus important de faire quelque chose de vraiment quali plutôt que parce que si on attaque la partie psychologique, ça a des torsions. Si la personne elle a une mauvaise récupération, qu'elle est stressée, qu'elle est fatiguée, qu'elle dort mal parce qu'elle est stressée ou quoi ça, bah ça, enfin, on sait tous que ça a un impact énorme en vrai sur, Bien sûr. la réussite, quoi. Bah, tu rentres dans un très très gros cercle vicieux et en plus, bah, les femmes, avec le système hormonal en plus à gérer derrière, c'est encore plus compliqué pour le coup que les hommes à ce niveau-là, tu vois. Donc, t'es en train d'entretenir ton cercle vicieux, t'es en train d'entretenir cet effet négatif et derrière, comme tu dis, en fait, ce que tu fais, en fait, t'es en train de le défaire à chaque fois. Donc, c'est inutile, quoi. Mais c'est pas évident de trouver aussi le moment pour dire stop, tu vois. C'est difficile des fois de trouver le moment pour dire on attaque la prise de masse, mais aussi de dire stop dans les deux sens, en fait. Dans les deux sens, c'est compliqué. Donc c'est là aussi où ça devient intéressant le rôle du coach, quoi. D'avoir vraiment un coach. C'est ce que j'allais dire, ouais. Confiance. Et souvent, il y a des gens qui viennent me dire, ah, j'ai pris ce coach-là, qu'est-ce que tu penses? Et moi, je suis un peu là, genre, bah, je sais pas, genre, enfin, en fait, ce que je dis toujours comme conseil, c'est est-ce que vous avez confiance en 200% votre coach? Parce que, sans parler de tout le monde autour du fit où bah, les gens ils viennent te dire ah t'es pas assez comme ça, etc. Si t'as pas confiance à 200% en ton coach, tu t'arriveras pas, vraiment t'arriveras pas. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Aussi pour que si t'as vraiment confiance à 100% en ton coach, quand il te dit non t'inquiète ça va, continue, tu sois capable de l'écouter. Alors que si t'as un peu des doutes, que t'es pas vraiment sûr que ton coach fait juste, que t'as la taille et tout, bah ça vient mettre des doutes, ça rajoute encore du stress une fois de plus, et je pense que c'est vraiment un paramètre qui est super important, et le coach il est vraiment là pour ça, donc voilà. Ouais, Le est super important, je trouve, dans le sens où le body c'est un sport qui est déjà de base, il est tellement dur, qui demande tellement d'implication. Alex, t'as jamais fait de prépa? Pas en compète, j'ai pas été jusqu'en compète. Ok, d'accord. Bon, tu vois à peu près le système du coup. Claire, elle est. J'ai déjà fait des prépas, mais moi, la scène m'intéresse pas, donc. Ouais. D'accord. Ok. Dans le même cas. Bon, tu sais alors ce que c'est. Je pense que t'as quand même fait des sèches un petit peu plus ou moins poussées. C'est ça. Et quand on est, ça demande tellement d'implication, entre guillemets, j'ai pas envie d'appeler ça un sacrifice parce qu'on le fait quand même pour nous, pas avec plaisir, pas forcément avec plaisir, mais on le fait par notre objectif. Ouais. Et ça demande tellement d'implication, tellement de sacrifice, allez, on va dire le mot, que il faut accepter d'avoir confiance dans le processus et du coup confiance en son coach. Si on fait les choses avec un processus qu'on n'accepte pas, dans le sens où on n'a pas confiance en le processus, ça peut pas marcher. On peut pas se faire violence, on peut pas tout sacrifier, on peut pas tout donner si on n'a pas confiance en le plan. Et pour moi, c'est très important d'accepter de tout donner. C'est le but du body, c'est à un moment donné, il faut tout donner, mais il faut le faire en étant en accord avec ce qu'on fait. Donc, ça, je trouve que c'est très pertinent ce qu'elle dit, d'avoir une confiance limite aveugle en son coach. Il faut qu'il y ait une communication, certes, mais il doit y aussi avoir cette confiance limite aveugle. Ouais, mais c'est pour ça, tu vois, d'ailleurs, ça me fait penser quand tu dis la communication. Je pense que c'est important. Je sais qu'il y a des coachs qui fonctionnent comme ça, justement, dès que ça passe, donc pour les athlètes confirmés, dès que ça passe en hors-saison, ils passent sur vraiment, on passe à un bilan par mois, je t'envoie juste des macros, tu respectes tes macros et tout. Et ça correspond pas à tout le monde, justement. Et c'est ça, faut bien être conscient quand tu choisis ton coach, justement, sur quoi tu t'emmènes, en fait. Parce que il y a des gens qui ont besoin qu'on leur tienne la main, que ce soit en prépa ou en hors-saison, et en soi, je trouve que c'est normal, tu vois. Bien sûr. Vous, les filles, vous avez, juste après, peut-être vous n'avez pas forcément envie d'en parler, mais vous n'avez pas eu je pense, il n'y a pas de trouble du comportement alimentaire ou quoi, après des prépas ou des sèches? Moi, depuis que je suis avec Luc, non. Ça s'est plus passé parce que justement, il y a vraiment cette confiance aveugle, justement.
Et quand il me dit, bah, Claire, il va falloir prendre plus 10 kilos, bon, bah, ok, envoie-moi la diète, je mange, je réfléchis même pas. Que ça soit en on ou en off, je suis en mode pilote automatique, je fais mon bilan, il me dit là, c'est bon, pour avoir saison, c'est bien. Tu vois, moi, personnellement, en ce moment, je m'aime pas, tu vois, par exemple, je lui dis, hein, il le sait, je m'aime pas, mais je me regarde pas. J'en fais pas une fixette, et il me dit, voilà, là, c'est bon, on est ok, bon, bah, on continue, etc. Jusqu'à ce qu'ils me disent, bon, bah, on repart dans l'autre sens, etc. Et ouais, c'est compliqué. Tu te dis, ah, bon, bah, faut prendre 10 kilos, machin. Mais c'est vraiment comme disait Eve, c'est la confiance aveugle. Tu suis, il sait ce qu'il fait, c'est son job. Tu communiques et voilà, tu fonces tête baissée, tu réfléchis pas. Et puis après, c'est tellement merveilleux quand tu repars dans l'autre sens. Tu dis, bah, tu vois, regarde ce que t'as fait, regarde ce que ça te donne comme résultat. T'es en train de tailler le diamant qui était dans le caillou et je pense qu'il n'y a rien de plus magnifique. En tout cas, pour bah, après cette confiance en soi, etc. Et tu sais que quand tu vas répéter l'opération à l'inverse, donc tu vas ressécher et tu vas reprendre une prise de masse, tu sais que c'est bénéfique parce que tu es déjà passé par là. Ouais, puis de toute façon, t'as renforcé ton lien de confiance aussi, donc c'est pareil. Complètement. Là, c'est Donc, l'inverse, c'est ton cercle vertueux. ouais, c'est ça. Donc, faut savoir à un moment lâcher prise, arrêter d'avoir le contrôle de soi, laisser l'autre faire son travail. Toi, si t'appliques à la lettre, il n'y a aucun problème. Et après, tu sais que ce processus, il est juste magnifique, quoi, finalement. C'est ça, puis au final, t'es vraiment fier de toi d'aussi d'avoir appris à lâcher prise, en fait, et à te dire, putain, heureusement que je lui ai fait confiance et que j'ai fait même quand je me trouvais dégueulasse, même quand, bah voilà, vraiment, j'avais envie limite d'arrêter. Et en fait, de dire, oh putain, bah heureusement que je l'ai fait et heureusement que je lui ai fait confiance et tout, c'est, bah comme, je sais plus qui c'est qui vient me le dire maintenant, mais en fait, ça renforce aussi la confiance et après, ça peut aller encore plus haut, quoi. Et puis même niveau bien-être mental, tu vois. Enfin, moi, je suis en off. Et ben, tu sais, tu peux lâcher la pression entre guillemets, te dire, bah, si j'ai envie d'aller manger un bout avec mes amis. Enfin, tu vois, il y a ce phénomène-là qu'il faut prendre en compte et te dire, je suis en off. Il faut que je profite de ce moment-là pour avoir mon contact extérieur, pour renforcer tout ça, tu vois, mon cercle d'amis et te dire quand je vais rentrer dans cette difficulté et ben je suis bien entouré aussi, tu vois. Donc c'est plein de petits paramètres qui font que pendant la prise de masse, il faut voir juste le bon côté, faut pas juste voir le côté physique, c'est pas grave, le physique il est pas figé, il faut savoir que ça change tout le temps et il faut pas s'arrêter à ça, il faut voir vraiment au-delà et c'est ce qui fait que tu réussis ta prise de masse, quoi. T'as dit quelque chose, Claire, je pense, qui est assez intéressant, une expression qui est très intéressante, c'est le lâcher prise, en fait. Et si on se focus sur le lâcher prise par rapport au coach, comme tu dis, bah, déjà, faut lui laisser les rênes, parce que typiquement, si tu veux progresser, de toute façon, il faut lâcher. Sinon, tu fais tout seul, quoi. Tu payes pas. Ça, en fait. Si tu penses, on a tous le cas, je pense. Des gens qu'on a en coaching, qui, à chaque bilan, vont te remettre en question tout ce qu'ils font. Bah, c'est ceux qui ont moins de résultats, bizarrement. Ou j'en vois aussi, malheureusement, ils sont pas discrets ou je sais pas, mais sur certains forums, ils vont demander à d'autres coachs ce que tu leur fais faire ou une autre approche. Ou ce qu'on disait hier aussi pendant le live avec Jérém que j'ai fait, t'as des gens, ils vont aller voir la dernière vidéo qui a été tournée par je ne sais qui, et puis après ils vont t'écrire tout de suite derrière en te disant bah du coup faut que je fasse ça parce que moi je suis sûr que ça va marcher sur moi et tout. Mais non. Voilà, t'as un lâcher prise, certes, mais du coup, reste concentré sur quand même bah, si tu veux t'arrêter là, je dirais sur ce sur quoi t'as payé, en fait. T'as payé quelqu'un pour qu'il te fasse progresser, fais-lui confiance, tu vois. Complètement. Mais ouais, après, c'est, en termes de TCA, par contre, pour revenir, du coup, à la question initiale, je sais pas, du coup, Eve, t'en as pas eu, toi, du coup? Bah, moi, j'en ai eu, mais avant de commencer à muscler, en fait. Ok. Genre, ouais, j'avais perdu. En fait, je me trouvais grosse et puis en fait, j'avais tout le temps mal au ventre, etc. Et puis, du coup, je mangeais plus. Genre, je crois que je mangeais genre une pomme par jour. J'avais perdu genre 15 kilos en 3 mois, un truc comme ça. Et puis, et je sais pas, en fait, d'un coup, j'ai eu le truc et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai remonté toute seule. Enfin, en fait, j'ai jamais pris de coach. Je me suis toujours entourée de gens, bah voilà, dans les discussions, dans les approches, voilà, lire des choses aussi. Mais j'ai jamais pris de coach parce que en fait, je sais pas, j'ai un blocage avec ça. Et je veux vraiment que mon physique reflète mon travail personnel. Et je sais qu'il y a pas tout le monde qui comprend, mais enfin, je sais pas, j'ai un peu un blocage avec ça. Après, je sais que si un jour je fais une prépa, peut-être que c'est très très dur de se coacher soi-même pour une prépa.
Alors peut-être que si un jour j'ai une prépa, bah voilà, je vais essayer de le faire toute seule. Si j'y arrive pas, bah je prendrai un coach. Si j'y arrive, bah mieux. Mais voilà, en fait, je suis remontée toute seule et puis j'ai vraiment soigné. Bah, enfin là, par exemple, comme je disais avant, je peux monter sur une balance. Enfin, vraiment, je m'en fous, j'en ai plus rien à foutre et tout. En revanche, là, par exemple, le fait que je me force à manger plus, c'est quand même quelque chose qui me fait revenir un petit peu le stress, justement, de grossir, etc. Donc, je vous avoue, il y a des fois, ouais, des fois, les nuits ou comme ça, je suis pas très bien. Des fois, je me dis, putain, je suis vraiment en train de prendre du ventre et tout. Et au final, bah, tu continues quand même. Et puis, il y a des jours où d'un coup, tu te dis, ah non, putain, j'ai pris de la masse et tout, je suis trop fière et tout. C'est assez qualitatif, et tout. Il y a des jours où tu vas te détester. Et puis, des fois, tu vas passer de l'un à l'autre en 5 minutes. C'est ça. Du coup, c'est con, mais d'un coup, tu vas voir une photo d'une meuf sur Instagram et tu vas te dire, oh, putain. Et voilà, enfin, c'est débile où une fille à la salle qui s'entraîne puis qui a un physique bien meilleur que le tien et puis du coup, tu vas mettre ton pull pour t'entraîner. Enfin, c'est des trucs un peu cons, mais ça m'arrive toujours. Après, j'essaie vraiment, en fait, j'ai toujours la partie professionnelle qui connaît. En fait, quand je me coach moi-même, j'essaie toujours de me dire si j'étais quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je me dirais. Et du coup, ça me permet d'avancer et de pas me laisser genre. C'est un regard omniscient, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand je sais tout. C'est super comme raisonnement ce que t'as. De toute façon, en tant que coach, je trouve que c'est la meilleure démarche parce que si en tant que coach, tu t'es jamais coaché toi-même, il y a des trucs que t'as loupés, c'est obligé. Ouais. Donc, mais t'apprends à te connaître comme ça, hein. Ouais, c'est ce que je veux dire, même sur la découverte de toi-même et complètement. Le temps personnel, quoi. Quand j'ai commencé comme ça. C'était dur pour moi de me dire, je vais me confier à quelqu'un. Tu sais, c'est comme un couple. Tu sais, tu te donnes à l'autre quelque part. Donc déjà, il y a cette confiance-là. Si déjà toi t'as pas confiance, tu sais que tu ne pourras pas avoir confiance en lui. Et je pense que c'est pas mal de passer par cette découverte. Moi, je pense que j'ai fait toutes les diètes de la terre au tout début avant de sauter le pas et de me dire, bah vas-y, maintenant t'es plus capable de te gérer. Tu veux faire une compétition, il va falloir que tu prennes un coach, quoi. Ouais, mais c'est très bien. T'as été cohérente avec tes objectifs à ce moment-là. Mais par contre, en tant que, justement, quand tu veux coacher après des gens, je trouve que c'est primordial d'un moment donné, que ce soit en termes d'entraînement, de nutrition, d'aller tester un petit peu tout ce qui se fait, tester sur toi, parce que, entre guillemets, t'as pas d'autres rats de laboratoire, et de tester, de voir, et du coup, de faire ton retour d'expérience, tu vois. Bah, t'as cette crédibilité, et c'est vrai que nous, en tant que femmes, et quand tu coaches d'autres femmes, si tu leur dis, écoute, je suis passée par là, moi, je sais ce qu'il en est, j'ai eu des TCA, je suis passée par l'anorexie. Enfin, du coup, tu vois, tu as cette expérience et quand tu te confies à elle, et ben, ça développe aussi cette confiance de femme à femme, tu vois. Parce que quelque part, si elles te choisissent, ben, c'est parce que elles t'admirent ou quoi que ce soit, tu vois, ou elles veulent avoir, entre guillemets, cet objectif que tu as atteint toi. Et je trouve que ça permet de rassurer les gens également, tu vois. Bah ouais, c'est ce que disait Luc, ça donne de la crédibilité, quoi. Ouais, voilà. Complètement. C'est exactement ça. Après, vas-y, Luc. Non, du tout, je respirais. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Parler des TCA. Ouais. Et vous, du coup. Ah, et vous? Vous en avez eu? Parce qu'on parle des femmes, c'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai, mais est-ce que ça arrive chez les hommes de ça? Ouais, étonnamment, je vais casser le mythe, ça arrive énormément chez les hommes aussi. Okay. Mais forcément, c'est complètement différent chez les femmes. Les femmes, on va plus avoir tendance à anorexie ou inverse, boulimie, hyperphagie. Boulimie, ouais. Ouais, voilà, ça va soit l'un soit l'autre. Maintenant, moi, je sais que j'en ai eu personnellement. Alors, ça a été une petite période de ma vie, c'était genre en 2018, si je dis pas de conneries, j'étais pas forcément très bien. Moi, c'était des crises d'hyperphagie. J'étais en saison, hein, du coup. Mais c'était des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire que je pouvais engloutir des quantités folles de bouffe sur un coup de tête, sur une émotion négative, soit où j'étais tout seul, où j'étais pas bien, voilà. Je pouvais vraiment dévorer, je pouvais aller lâcher un chiffre monstre au fast-food, quoi. Voilà. Et forcément, après, je regrettais. Mais j'avais pas de mécanisme compensatoire à côté, c'est-à-dire que je faisais pas plus de sport, je me faisais pas vomir, pas de prise de médicaments laxatifs ou quoi. Donc voilà, c'est plus, on va plus retrouver ça chez les mecs. Disons, en fait, c'est moins extrême que chez les filles. Les mecs, on va avoir tendance soit à pas vouloir manger, ou on va se réfugier dans la bouffe, mais sans forcément qu'il y ait un mécanisme compensatoire derrière.
C'est Voilà. ça. Et juste, je dis une petite parenthèse parce que je pense qu'il y a beaucoup qui vont écouter ça et je pense que ça peut être très intéressant qu'ils écoutent ça. Il faut pas penser que aujourd'hui, il y a les gens qui sont normaux et les gens qui ont des TCA. C'est une utopie de croire ça. En fait, on a tous une petite part de TCA en nous et on a tous une tendance soit anorexique, soit boulimique. Et en plus, ça peut se changer au fur et à mesure du temps. Disons en fait juste que sur une échelle de 0 à 20, une personne qu'on pourrait qualifier de normale, elle serait à 10. Une personne à 0, c'est une personne anorexique au possible, vraiment en stade morbide. Et le niveau 20, ce serait vraiment l'hyperphagie, boulimie avec mécanisme compensatoire derrière. Voilà. Et en fait, il faut pas penser qu'il y a quelqu'un à 10. C'est pas vrai, il y a personne à 10. On est tous soit à 11, à 14, à 16, à 7, à 1, à 2. Voilà. En fait, il y a personne de réellement stable avec l'alimentation. C'est une utopie de croire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont un rapport sain avec la bouffe. On a tous aujourd'hui des comportements très particuliers avec la bouffe. Je vois certains, ils vont laisser à la fin de chaque repas une petite portion dans l'assiette. Non pas parce qu'ils ont plus faim, ou non pas parce qu'ils veulent pas la manger, mais parce qu'il y a des mécanismes psychologiques derrière. Il y en a au contraire, ils vont chercher à se resservir pour d'autres raisons, etc. Et c'est une utopie de croire qu'il y a un rapport réellement sain avec l'alimentation. On a tous un rapport particulier avec l'alimentation. Comme on a tous des rapports entre les humains, entre nous, des rapports sociaux, on a un rapport avec l'alimentation qui reflète directement notre psychologie. Donc voilà, c'est une utopie de croire qu'il y a des gens parfaits, qui n'ont pas de soucis, et il y a moi qui ai des problèmes, qui ai des troubles du comportement alimentaire. Voilà. C'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une étape de notre vie où c'est compliqué de pouvoir le gérer, de gérer son statut émotionnel, et on a un mécanisme compensatoire avec la bouffe, tout simplement. Et il faut tout simplement mettre en place des schémas aujourd'hui, des actions qui vont permettre de se rapprocher à la rigueur du 10, mais sans forcément chercher à l'atteindre, à se dire que voilà, on sera parfait un jour on n'aura aucun problème à l'alimentation. Voilà. Si demain je me retrouve à table avec des amis que ça fait longtemps que j'ai pas vu, et qu'on a un bon repas, que je suis hors saison, que je peux me faire plaisir, si je dois dégommer un truc à table, malheureusement, voilà, je le ferai. Est-ce que c'est quelque chose, certains le diraient, il est boulimique, d'autres diraient non, sinon il profite. Voilà. Mais c'est un rapport particulier avec la bouffe. C'est marrant parce que j'avais fait de la psychocriminologie à un moment quand j'avais repris des études. Et en fait, c'est ce qu'ils nous expliquaient. Alors, c'est différent, mais le mécanisme au niveau du cerveau, il marche pareil. C'est qu'en fait, on a tous, justement, un score de psycho, donc de psychopathe, hein. Mais en fait, chez certains, c'est vraiment à l'extrême, et du coup, c'est comme le film avec Christian Bale. Et puis, la plupart des gens, par contre, les 98% des gens, ils sont dans le bas de cette échelle, mais il y a quand même, si on fait tous le test, on aura tous quand même un score qui sera dans cette échelle. On sera pas à 0. Et c'est pareil pour la bouffe, comme tu dis. En fait, et c'est encore plus maintenant avec la société dans laquelle on vit, notamment dans le fitness, on le voit maintenant, regarde toutes les marques qu'il y a de cookies protéinés, de trucs, de cookies plaisir post-compétition et tout. Ouais. On est dans une société où c'est facile d'être, entre guillemets, en tout cas, on a une accessibilité qui est beaucoup plus facile à certaines choses et à des comportements, du coup, qui sont de base peut-être pas forcément sains, en tout cas, qui n'existaient pas à une certaine époque. Et après, c'est normal, comme tu dis, d'avoir des moments de sa vie, mais tant que ça reste un épiphénomène, comme tu dis, quand t'es avec tes amis, que t'es en hors saison, que tu te fais plaisir, ou quand tu vas au restaurant une fois par mois, c'est pas, en soi, c'est pas là que t'as un TCA, quoi. Oui, voilà. Non, c'est exactement ça. L'utopie de croire que il y a des gens normaux, il y a des gens parfaits qui ont aucun problème et qu'il y a nous qui avons un souci avec la bouffe. Voilà. Et du coup, aussi, il faut pas oublier que parfois tu traverses des moments de ta vie où justement cette relation où tes TCA ou que ça vont être plus forts qu'à d'autres parties. Et en fait, souvent, les gens aussi qui ont eu des TCA par le passé, etc., quand typiquement ils vont justement, comme on disait, un apéro ou un dîner ou que ça, et qui mangent beaucoup plus, tout de suite ils vont. Enfin, moi, j'ai eu le cas justement dans des clients qui vont tout de suite m'écrire putain, je suis en train de refaire une crise, et tout, alors que c'est juste une fois où juste ils kiffent leur apéro, puis ils ont mangé plus de chips que d'habitude ou des choses comme ça, et en fait, il y a rien de grave, mais simplement le cerveau directement il se remet en mode stress, en mode oh, je suis en train de retomber là-dedans, je veux pas, attention. Et en fait, c'est dans ces moments-là où justement, si t'as personne sur qui compter, mais que ce soit un professionnel ou pas, qui soit capable de dire non, t'inquiète pas, c'est normal, il y a rien de grave et tout. C'est dans ces moments-là où tu peux justement repartir dans le TCA en te disant ah merde, j'ai merdé, donc je recompense, et là tu repars dans
dans un cercle vicieux qui est pas top, quoi. Et du coup, ça, je trouve, c'est vraiment important. En tout cas, personnellement, quand j'ai des clientes qui ont des TCA ou comme ça, quand justement elles sont pas très bien, que il y a quelque chose qui les stresse ou que justement elles ont peut-être plus mangé que d'habitude, je dis n'hésitez pas à m'envoyer un message où on en discute, on parle, etc. Parce que justement pour qu'elles se rendent compte que c'est pas grave et qu'elles ont rien fait de mal en fait et qu'elles sont pas du tout en train de rechuter, c'est juste genre une réaction normale que si tu vas au resto, tu puisses prendre entrée, plat, dessert sans que non, tu sois pas en train de, enfin, t'es pas en train de faire une crise d'hyperphagie ou de boulimie ou de quoi que ce soit, quoi. Et ça, je trouve, en fait, je trouve la corde, elle est tellement fine entre le moment où tu stresses, où tu te dis, ah, je suis en train de retomber, ou bien même, bah, justement, comme il suffit que tu sois un peu plus fatigué ou que tu sois dans une période de ta vie qui est triste ou stressante, bah, tu vas être, bah, en fait, tellement fatigué que tu vas craquer plus facilement ou beaucoup moins gérer tes émotions, en fait, puis beaucoup moins aussi gérer, justement, bah, le lâcher prise dont tu parlais avant. Et en fait, c'est là où c'est important d'être bien entouré, en fait, même sans parler de coach, juste bien entouré, d'avoir quelqu'un, au moins une personne auprès de toi qui connaisse, qui sache te dire, ah, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ou qui puisse vraiment t'accompagner, quoi. Qui te comprennent, ouais, c'est ça. Oui, et puis il y a toujours, en plus, ce que dit Eve m'y fait penser là, quand tu es à l'extérieur, par exemple, avec des proches, quand tu es avec tes tubes, que tu tiens ta diète, on a toujours ces putains de phrases qui reviennent, ah, tu manges que ça, ou tu manges tout ça, tu veux pas te faire plaisir un peu, voilà. Un homme le gère un peu plus facilement, je dirais même moi, c'est limite agaçant des fois. c'est limite agaçant un peu. Ouais, clairement, c'est agaçant. Et je sais que pour certaines filles, ça peut être différemment. Ça va être, ah ben ouais, putain, c'est vrai que je mange pas beaucoup. Ou au contraire, putain, c'est vrai que je mange beaucoup quand même. Voilà. Même si ce sont des mécanismes inconscients. Mais je sais que ça travaille. Bah, clairement, chez les filles, ça se voit beaucoup le tu manges beaucoup parce que à chaque fois, les premiers bilans que je reprends en général chez les nouvelles coaching que j'ai, bah, c'est ça parce qu'elles passent de 0 à 100 limite en termes de nutrition. Je vais manger tout ça. C'est ça, et derrière. Je sûr que le programme c'est pour sécher là? Ouais, c'est ça. Mais t'es sûr que je perds du poids? Et puis, je vais recevoir 10 fois cette semaine. Mais le problème, c'est qu'après, il y a le jugement derrière. Le jugement des autres qui est derrière, qui est là, justement, pour dire, les collègues de travail qui passent derrière et qui disent, tu manges tout ça et tout, machin. Et si, bah, justement, dans le bilan, je pense à quelqu'un qui me l'a dit. Heureusement, elle me l'a dit, en fait. Parce que je lui dis, attends, ton collègue de travail, il connaît ni d'Adam ni d'Ève, en gros. Regarde, si tu veux pas me croire sur le visuel, parce que j'ai les photos, je lui ai fait des avant-après et c'est flagrant. Je dis, ok, tu veux pas croire le visuel? Regarde les chiffres, alors, dans ce cas. Regarde tes vêtements. T'as changé tous tes vêtements. Il y a une raison, tu vois. Donc, c'est sûr que le jugement des autres, il est très compliqué à gérer. Mais, c'est ce que je dis aussi à un moment donné, faut être égoïste dans le bon sens du terme. Avec l'expérience, avec les années, même moi maintenant, tu peux me dire ce que tu veux, quand j'emmène mon tube, maintenant ça me passe au-dessus. Mais ça prend quand même du temps et là on revient du coup à une chose, c'est au lâcher prise. Faut lâcher prise, c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Bah on peut pas les contrôler, tant pis. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions qu'il y avait eu? Non, moi après c'était par rapport à l'approche. Je sais pas si ça vous est arrivé. Mais moi, j'ai par exemple des clientes ou quoi, elles me disent, ouais, mais regarde, toi, t'es normal, tu craques pas, tu manges ta diète, t'as un mental d'acier et tout. Je dis, non, j'ai pas un mental d'acier, dans le sens où, moi, si tu m'écris pas noir sur blanc ce que je dois manger, tu m'écris juste mes macros, mais je fais un plomb. Je dis, moi, c'est quelque part, même dans le body, le fait d'avoir ce contrôle de la diète, écrit noir sur blanc, tu dois manger ça, etc. Bah pour moi, ça fait partie des TCA. Donc, comme disait Luc, quelque part, il n'y a pas de parfait équilibre. Il n'y a pas. Et moi, je nous considère on est des personnes où on doit contrôler ça. Donc, quelque part, c'est un trouble du comportement alimentaire. Donc, j'essaie de les rassurer en leur disant, mais non, toi, je te mets les macros, t'es capable de gérer, t'es capable de varier. Moi, tu me mets les macros, je suis pas capable de faire ça. Donc, la personne forte en face, c'est toi, c'est pas moi, tu vois. Donc, je sais pas après quelle approche vous avez à ce niveau-là, au niveau de la diète, mais je sais que d'un regard omniscient, quelque part, on a ce trouble du comportement avec nos diètes extrêmes, à toujours tout calculer, etc., etc. Ouais, bah alors moi je suis pas du tout macro. Je trouve que
ça c'est mener en fait à l'échec quelque part, parce qu'à long terme, je trouve, en tout cas, c'est mon avis, hein. Justement, en fait, on est en train de, tu sais, on a la petite bombe boum là, tu vois, dans le jeu de société là qui explose parce qu'au bout d'un moment, elle arrive et ben c'est ça et ça t'emmène à un TCA, tu vois. Moi, je trouve que c'est un petit peu le gros danger. Pourquoi? Parce que le vrai contrôle de soi, il est très compliqué. La diète intuitive, je connais très peu de personnes qui sont capables de la tenir. Ouais. Personnellement, en fait, moi, j'arrive parce que j'ai toujours dû la faire comme ça, dans le sens où je suis dans une famille où on n'est pas enfin, mes parents et même mon frère et ma sœur, ils sont pas du tout dans ce monde-là. Et du coup, j'ai toujours dû, en fait, apprendre à gérer à l'intuition, parce que j'ai jamais pu peser ce que je mangeais, j'ai jamais pu même vraiment suivre une diète hyper carrée ou comme ça. Et enfin, je veux dire, quand j'arrivais à la maison, puis que le repas c'était le repas, et moi j'avais pas le droit genre de faire autre chose à manger ou comme ça. Genre, j'avais vraiment des parents super stricts par rapport à ça. Et du coup, mais en fait, le truc, c'est que c'est devenu un peu inné dans le sens où je dois faire ça depuis que je suis toute petite. Et voilà, mais je pense qu'effectivement, quand t'as jamais dû apprendre à gérer tout seul et à vraiment connaître, en fait, quand t'as plus faim, quand t'as encore faim, quand est-ce que c'est de l'envie et pas de la faim, etc. Enfin, c'est très, très dur c'est comme si tu essaies d'apprendre à un adulte quelque chose qu'il est censé avoir appris quand il est enfant, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est très dur. Ouais, ça peut être aussi dans le danger. Alors, je sais pas si c'était ça chez toi, mais tu peux du coup avoir ancré aussi dans ta tête le fameux, comme disait Luc tout à l'heure, le fameux, de toute façon, faut que tu te resserves, ou le fameux, faut que tu finisses ton assiette. Tu vois. Et ça, si c'est ancré depuis tout petit, parce que ça, tu peux l'avoir ancré depuis tout petit parce que tes parents ont été comme ça ou tes grands-parents, peu importe. Du coup, ta diète intuitive, elle est intuitive mais négative, quoi. Ouais, et puis alors moi j'avais entendu un truc aussi qui était très intéressant, c'est que les gens qui ont vraiment des TCA marqués, ça peut souvent être aussi au niveau de l'éducation. Si par exemple quand t'es petit et que t'es triste, tes parents ils viennent te dire ah mais mange du chocolat ou en fait c'est pour bien faire, mais après bon ça je sais même plus vous dire où j'avais entendu ça, mais je trouvais ça intéressant. Et en fait si depuis plus tout petit on te dit en fait, ah, ton émotion elle est triste, ou ah, t'es déçu, bah viens, on va genre acheter une glace, ou viens, on va faire ça. Ouais, ou la récompense, quoi. T'as bien travaillé, je te donne un bonbon. Et c'est exactement ça. Ouais, en fait, au final, tu prends ton émotion et tu la fixes en fait avec un truc alimentaire. Et du coup, le principe que la PNL, c'est ça, exactement. Tu imprimes des émotions, tu imprimes un ressenti sur des actions, sur des corporels en fait. C'est le chien de Pavlov. Et puis en fait du coup dès que en fait quand t'es grand du coup tu fais exactement la chose que quand t'es petit, genre quand t'es triste t'as du chocolat, quand t'es déçu t'as envie de faire ça ou comme ça et puis c'est ouais et puis je trouvais ça vraiment intéressant. Après je pense qu'il y a toujours des limites, il y a toujours aussi la personne, c'est très variable d'une personne à l'autre, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et à faire attention en fait justement au niveau des... Je vais donner un exemple qui appuie ce que dit Eve. J'ai eu une cliente en coaching privé, pas à distance, mais en coaching privé, sur les quelques que j'avais, et c'était une personne de 45 ans. C'était en obésité, c'était la femme qui faisait tourner la maison. Le mari était pas homme foyer, mais presque, c'était elle qui faisait tourner la maison. Elle était d'une époque où en fait, quand tu finissais pas ton assiette, t'étais sanctionné, t'étais puni. Ce qui fait qu'en fait, cette femme, pourquoi elle est devenue obèse? Tout simplement parce qu'elle s'est toujours forcée à manger, parce que dans sa tête, c'était, si je mange pas, je vais être puni. Mais je ne pas punir quelqu'un. C'est tout simplement, elle a associé le fait de ne pas manger à la punition. Elle peut pas se permettre de pas manger. Et deuxième chose, c'était la femme qui faisait tourner la maison. Et dans sa tête, dans sa psychologie, elle avait besoin, comme c'était elle, on va dire, les fondations de la maison, du foyer, elle avait besoin d'être forte, d'être capable d'avoir les épaules pour soutenir la maison, la famille, et pour ça, elle devait se sentir inconsciemment, elle devait se sentir forte, lourde. Et c'est pour ça en fait, l'un dans l'autre, elle est restée obèse et elle portait tout le poids. À s'en sortir, c'est qu'elle n'aura pas réglé ce côté psychologique. Donc ça appuie en fait ce que dit, c'est c'est vraiment hyper important et on le néglige beaucoup. Le vécu, les émotions qu'on a associées à notre alimentation. Là c'est typiquement c'est de l'épigénétique en soi. C'est-à-dire que là c'est sur le côté psychologique, mais c'est sûr que, comme on dit, si tu as ancré quelque chose, de toute façon derrière c'est très 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 compliqué
de sortir de ça. Alors à la fois pour l'entraînement, c'est très bon d'ancrer des choses pour l'entraînement, mais au niveau de la diète, ancrer ce genre de choses, c'est très compliqué, ouais, ça c'est clair et net. De le désancrer surtout et de réancrer des nouvelles routines, des Ouais. nouveaux schémas. Mais c'est pour ça qu'avec chaque, tu vois, là, en regardant les questions, j'ai une cliente, une nouvelle cliente que j'ai, qui vient de me confirmer qu'elle buvait plus d'1 litre de coca par jour. Ben voilà, ça, je peux pas lui enlever du jour au lendemain, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler tout doucement pour que ça diminue. Mais c'est ancré depuis qu'elle est toute petite. Ben voilà, va falloir tout doucement prendre le temps d'enlever ça. Et pourtant, le but, ça va pas être de faire une sèche pour elle, mais quoi qu'il arrive, faut essayer d'enlever cette petite mauvaise habitude, quoi. Oui, je trouve que quand on a des clients qui ont des TCA, ce qui est vraiment intéressant, c'est que souvent, en fait, ils savent même pas de quoi c'est dû. Ah oui. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant des fois aussi de les aider. Et ça, c'est un peu plus de la partie psychologique, mais vraiment de les aider en fait à trouver le pourquoi, enfin à partir de quoi ils ont et de à quoi ils réagissent. Et comme ça, en fait, parce que si tu as un client, par exemple, qui mange ses émotions ou qui a un client que c'est juste, suivant la raison pour laquelle il fait une crise, tu l'aides pas de la même manière. Et du coup, je trouve que c'est vraiment aussi important de suivre vraiment le client et de l'aider vraiment à comprendre pourquoi et à aller chercher même très souvent c'est des choses d'enfance et de vraiment aller chercher le pourquoi du comment et de pouvoir aussi les aider sur un point de vue qui n'est pas du tout au niveau de la nutrition mais juste dans leur bien-être, dans leurs habitudes, dans leur comment ça se dit, dans leur style de vie. Par exemple, c'est bête, mais moi j'avais quelqu'un qui avait des gros TCA, qui faisait tout le temps des crises d'hyperphagie. Et en fait, on a découvert que, une des raisons, c'est qu'elle habitait toujours dans une maison qui la stressait énormément. Il a suffi qu'elle déménage pour que ça aille beaucoup mieux. Et en fait, plein de trucs comme ça, et je trouve que c'est vraiment important d'aussi travailler sur cet aspect psychologique. Et moi, par exemple, il y a une psychologue que j'appelle souvent, justement quand j'ai des cas comme ça, pour lui demander, par exemple, comment est-ce qu'elle travaillerait si moi, par exemple, j'ai pas les clés pour. Et je trouve que c'est aussi très intéressant d'aller demander à d'autres métiers, dans le monde d'autour, dans le monde médical aussi, parce que eux, ils feraient, quoi. C'est primordial, même quand t'es vraiment dans un cas de TCA, c'est primordial d'avoir une approche multidisciplinaire, hein. C'est obligé, ça. C'est obligatoire. Et puis des fois, ça sort de notre cadre vraiment de compétences. Après, faut vraiment. Ce qu'il faut comprendre, et c'est très respectable aussi, c'est qu'il y a des choses que les gens n'ont pas envie de confier à un coach, ils ont plutôt envie de les confier à un psy et inversement. Ce qui comprend et ce qui est normal parce que chacun son métier, quoi, en soi. Sûr, après, le problème du psy, c'est que c'est toujours quelque chose qui est encore aujourd'hui assez mal vu. Ouais. Ce qui est encore assez tabou dans le sens où si, toujours aujourd'hui, si tu dis, tu devrais aller voir un psy, les gens, ils te regardent un peu en mode, mais je suis pas fou, genre, j'ai pas envie d'aller chez un psy, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est encore très mal vu, alors que je trouve que, d'un point de vue même développement personnel, même si t'as pas forcément de problème ou de soucis, de traumatisme, etc., je trouve que d'un point de vue développement personnel, c'est extrêmement intéressant d'échanger, sans forcément vraiment être suivi, mais d'échanger, de parler, de lire aussi des choses par rapport à des psychologues et des choses comme ça, et je trouve que c'est vraiment important, en fait. Ouais, ça te permet de mettre les mots des fois sur des trucs que tu ressens, que tu n'arrives pas. Et rien qu'avec cet échange, comme tu dis, moi je suis plus après, et j'ai déjà vu quelqu'un comme ça, sur le côté psychanalyse qui est encore plus intéressant, je trouve, que le côté psychologie. Parce que le psychanalyse, vraiment, ça va chercher justement tout ce qui est le moi, le jeu, et tout ce qui est lié à l'enfance, vraiment l'enfance pure. Parce que la plupart des choses sont ancrées depuis qu'on est enfant. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant. Mais par contre, faut accepter de faire ce pas-là. Et dans le milieu francophone, enfin, dans le monde francophone, en tout cas, en Europe, je trouve que c'est pas encore, ouais, comme tu disais, Eve, c'est encore trop tabou, c'est encore trop vu comme une faiblesse, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, et puis on va pas se mentir, aujourd'hui, même toujours, le monde du body, c'est quand même un milieu, on va pas se mentir, c'est quand même un milieu de gros tarés. C'est un milieu qui est très mal vu aussi, hein. Oui, voilà, c'est très mal vu, mais on va pas se mentir, ce besoin de contrôle, de tout contrôler, de contrôler l'évolution de son corps, de contrôler sa diète, de contrôler, de millimétrer chaque seconde de sa vie,
c'est pas on en revient toujours à ça, c'est pas un rapport un rapport à soi-même qui en soi est sain. Je trouve que c'est une stratégie très intéressante d'utiliser le bodybuilding et l'esprit, la philosophie de vie qu'il y a derrière pour arriver à le gérer. Mais ça traduit surtout que, comme tout le monde, on a des torts, des vices, et je trouve que ça peut être très intéressant d'associer un travail avec des thérapeutes à côté. Voilà, quelle que soit l'échelle. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, la plupart des gens surtout les novices, qui se lancent dans la compétition, qui ont besoin de se prouver des choses, voilà, ça traduit au final, en fait, quelque chose qui mériterait d'aller creuser, d'aller chercher avec ce genre de thérapeute. Donc non, c'est pas, il faut un petit peu casser l'idée reçue qu'on va avoir un psychologue ou un psychothérapeute parce que on est fou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On en revient toujours au même truc. Ce que tu disais, Alex, par rapport, ce que moi je disais par rapport au TCA, est-ce que toi tu disais par rapport au psychopathe, c'est ça? Ouais, c'était la psychopathie, ouais. La psychopathie, voilà, c'est que on n'est pas tous sains avec nous-mêmes. Voilà, on a tous des torts, des vices, et ça peut être très intéressant d'aller creuser, pas forcément pour chercher à tout régler, pas forcément pour chercher à être normal, c'est pas vrai, mais juste pour être en harmonie avec soi-même. Et c'est révélateur. Pour la partie psychologie, si tu es en harmonie avec toi-même, tu peux te permettre d'évoluer ensuite pleinement et correctement, intelligemment. C'est ça, avoir conscience en fait de ce que t'es, de l'accepter après, et puis bah du coup de dérouler derrière parce que tu déroules plus facilement. Ouais. Oui, et puis après on a tous des défauts, on a tous des traumas. Alors il y en a qui ont des traumas peut-être plus forts que d'autres, mais je trouve que ça permet aussi, même si c'est très très dur, de venir vraiment s'améliorer et genre de vraiment évoluer même sur des défauts qu'on a. Alors on aura toujours des défauts, mais d'être vraiment capable en fait, encore une fois, avec le mot lâcher prise, mais de lâcher prise sur certains défauts qu'on a et de permettre de se remettre en question et de voir les choses autrement et de pas juste être ah mais je suis comme ça, c'est comme ça, et au contraire en fait vraiment essayer de travailler et pas juste se dire ah mais c'est parce que je suis comme ça, j'ai des défauts, et je trouve que c'est vraiment intéressant du point de vue de développement personnel pour vraiment tellement de choses. Et d'ailleurs, Luc t'en a parlé aussi tout à l'heure. Je sais que moi, à un moment donné, avoir lu Anthony Robbins sur la PNL, justement, ça a été un game changer à un moment donné pour moi. C'est quelque chose, je pense que comme tu dis, t'as pas besoin d'aller consulter du coup, donc t'as pas besoin de te montrer ou de le dire, mais juste lire ton livre, ça peut vraiment changer la donne. Bien sûr, ouais. Clairement. Il y a un côté, on va sortir du sujet, après là, je vais pas aller trop loin, mais on va sortir, parce qu'après on va sortir du sujet principal. Mais il faut faire gaffe aussi avec ça, parce qu'il y a un effet aujourd'hui, on le voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, tout le monde voit Miracle Morning, voilà, développement personnel, bien-être, etc. Tout le monde y va, on s'affiche sur les réseaux sociaux, je suis bien dans ma peau, je m'affiche body positif, etc. Ça commence aujourd'hui à partir un peu trop loin, on le sait. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà. J'allais en venir tout ça. Ouais, voilà. Donc, je pense que ça peut être très intéressant de se focus sur soi. Mais si je peux donner un conseil global à ceux qui écouteront ça, c'est si vous avez besoin de le montrer sur les réseaux, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et ce qu'on voit sur les réseaux, c'est toujours des choses en fait qui sont autour de la personne. Par exemple, des habitudes, des choses comme ça. Et on voit jamais un travail sur la personne en elle-même. Et c'est pour ça que pour moi, en plus, c'est même pas réellement du développement personnel. Parce que se lever le matin et avoir une routine où tu fais ton lit, ok, c'est super, mais tu travailles pas sur toi. Et pour moi, en fait, c'est même pas du développement personnel. Et c'est juste être un peu en mood good vibes, nanana et tout. Et c'est un peu plus un effet de mode que. Oui, c'est ça. En fait, je trouve ça vraiment hyper. C'est se mentir à soi-même, ouais. C'est bête, mais c'est faire le mouton, quoi. Parce que j'ai vu un tel le faire, j'ai vu sur TikTok que ça marchait, donc je le fais, mais je comprends pas pourquoi je le fais en soi. En plus, et puis même d'une certaine manière, en fait, mettre la tête dans le sable en se disant ah mais je le fais, donc en fait je travaille sur moi, et en fait pas du tout. Exactement. Voilà, c'était la petite parenthèse prévention, quoi. Non, mais il faut. Mais le bodybuilding, c'est très révélateur, hein, et tu vois tout de suite aux entraînements ceux qui veulent se dépasser et travailler sur eux pour pouvoir travailler davantage à l'entraînement et dans la diète, que ceux qui se disent oui, je suis bien, alors que c'est ceux qui ne réussissent pas, qui n'arrivent pas à percer, parce qu'ils se disent je veux pas fournir d'efforts, donc ils ne font pas de développement personnel. Donc tu vois tout de suite que au bout d'un moment, tu peux pas te mentir comme ça. Oui. C'est très révélateur. Bon, en tout cas, faut être conscient. Et tu le vois dans les entraînements. Faut qu'il soit cohérent avec ce qu'il a vraiment envie, en fait, c'est ça.
Normalement, C'est si tu ça. as le droit de t'entraîner pour t'entraîner, juste pour le plaisir, tu as le droit de faire ta diète pour faire ton plaisir, entre guillemets, sans te prendre trop la tête, mais juste, faut en être Mm, mm. conscient, faut être cohérent avec ses objectifs, et en soi, il n'y a pas de mal non plus, hein. Faut pas tomber dans l'extrême du bodybuilding, que ce soit féminin Ah ou non, masculin. Il y a de la place pour tout le monde, c'est ce que je dis, et il y a pas de honte à aller à la c'est salle ça. par plaisir aussi, enfin, par sport plaisir versus sport compétition, quoi. Bien sûr, Ouais, il faut moi, être c'est clair avec clairement ses objectifs. toujours aujourd'hui 100% du plaisir, hein, dans le sens où en fait la scène c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire déjà parce que enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me stresse énormément et dans lequel je suis pas du tout à l'aise. Pourtant, bah, j'adore tout ce qui est prépa. Enfin, je prépare des athlètes et tout ça. Toute cette partie-là, je l'adore. Et vraiment me pousser à fond comme en prépa, je trouve ça hyper cool. C'est quelque chose que je ferais jamais et ça me permet aussi du coup de garder vraiment la salle comme un plaisir en fait et aussi de savoir du coup beaucoup plus lâcher prise. Si par exemple il y a un jour où je suis super fatiguée, bah juste de me dire bah c'est pas grave, tu fais une séance un peu plus chill et il y a pas de souci, tu vas pas louper ta scène à cause de ça et bah Ouais, après je t'as sais pas que même cette si pression. j'avais une deadline par rapport à la scène et tout, je pense que j'arriverai toujours à réfléchir comme ça, mais ça me permet aussi de pouvoir beaucoup plus m'écouter sur ma récupération, sur si je suis trop fatiguée, si et je trouve que c'est vraiment important. Enfin, c'est cool quoi. Enfin, ça j'aime bien quoi. Ouais, mais tu vois, on en revient à une chose, c'est parce que t'es consciente et t'es cohérente de ce que tu veux. Mhm. Mm, mm. T'es clair avec toi-même. C'est ça. C'est Après, il pour y a ça un que, truc quand on parlait des TCA avant que moi, dans le monde du bodybuilding, me fait un peu peur, honnêtement. Après, je sais que tous les préparateurs, on a tellement tous des façons de travailler qui sont différentes et on sait tous que c'est pas parce que l'autre fait pas comme toi qu'il fait faux. Mais il y a quelque chose qui me stresse énormément, c'est les gens qui cachent leur TCA à travers une Ouais. prépa. Dans le sens où ils sont à fond dans leur prépa, donc ils sont là, ah bah super, j'ai plus de TCA. Sauf qu'une fois la prépa finie, c'est genre 100 fois pire qu'avant parce qu'ils n'ont C'est pas du c'est tout une chose à travaillé faire. sur eux. Et en fait, Ouais, je vois ouais. tellement de coachs qui font ça et qui cachent un peu le problème de la personne à travers des prépas. Et je trouve ça super malsain. Alors peut-être qu'il y a des gens chez qui ça marche et tant mieux et c'est super. Mais quand tu vois qu'après, il y a des gens qui finissent en hôpital psy parce que c'est vraiment trop violent leur TCA, etc., je trouve ça super dommage en fait. Et que moi, par exemple, j'ai deux, trois athlètes qui veulent monter sur scène mais qui ont des TCA. Bah, je trouve ça important de d'abord leur dire on règle d'abord ça tout en faisant une prépa, mais simplement on n'a pas encore la date de compétition, ouais. donc on fait une Ouais, prépa c'est bien. comme si de rien n'était. Ouais, Simplement c'est on bien. travaille sur tes TCA en même temps Mm, parce mm, que mm. moi en fait personnellement si je coach quelqu'un, même si la personne elle me dit oui 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 oui, si je coach quelqu'un et qu'une fois la prépa finie, je la vois mais au plus bas, mais comme elle l'a jamais été, genre je m'en voudrais énormément. Et je Mm, trouve mm. que ça c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui dans le bodybuilding et même j'ai l'impression que c'est de plus en plus vraiment on cache un peu ces TCA et tout ça à travers des prépas en fait. C'est pour ça qu'en hors saison, c'est très important d'être accompagné et dès le début dès qu'on a posé le pied en dehors de la scène ou dès qu'on a fini notre sèche pour notre photo ou pour notre sèche de plage, peu importe. Mais si on se laisse un laps de temps, et je l'ai encore vu cet été, il y en a qui me l'ont encore fait et qui sont revenus du coup là pour les coachings. Mais mais si tu laisses un laps de temps derrière en te disant c'est bon, j'ai eu mon objectif entre guillemets, donc maintenant je peux rouler, bah là derrière c'est catastrophe en général, catastrophe assurée quoi. Donc c'est l'accompagnement à ce moment-là, je trouve qu'il est vraiment comment dire, il est primordial, il est vraiment ouais c'est vraiment faut pas le négliger à ce moment-là quoi. Oui, en plus, Claire, toi-même aussi, tu le sais, hein, on l'a tous les deux vécu. Quand Ouais. tu sors d'une prépa, c'est déjà très compliqué Mm, mm. à gérer émotionnellement parce que tu es tellement focus pendant tous ces mois, pendant toutes ces semaines. Tu as un objectif, tu sais que toutes tes journées sont rythmées autour de ça et le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. C'est ça. T'as plus T'es d'objectifs. Même t'es si tu dans le peux avoir vide. d'autres objectifs. Ouais, voilà. C'est la dépression post-compétition, mais ça, tout le monde, tous Ouais, ceux qui sont montés sur scène la connaissent. c'est Alors, ça. si tu associes ça en plus au fait qu'il y a un relâchement et que de suite tu vas repartir en TCA qui risque de s'aggraver, C'est une roue ça libre devient après. catastrophique. C'est la roue libre. Ça Ouais. devient catastrophique. Mais à un moment donné, j'ai envie de te dire, si je pense que c'est normal de pas vouloir en parler à tout le monde qu'on a des TCA, etc. Je pense que c'est quelque chose de délicat. Mais pour en revenir encore une fois à cette notion de confiance avec le coach, si à un moment donné on n'est pas capable de lui communiquer qu'on peut faire des crises, qu'on voilà, on est sujet à ça,
sans forcément aller dans les détails, mais voilà, lui en faire part. Je pense que la communication elle est pas bonne et que le choix, c'est triste à dire, mais que le choix du coach est pas forcément bon ou que c'est pas le bon moment pour la personne, clairement. Ouais, il y a une question de moment aussi, ouais. Ouais, voilà. C'est comme toute relation, c'est comme des relations qui peuvent être saines à un certain stade de notre vie, mais pour une même relation, elle aurait été moins saine ou moins bonne à un autre moment. Et voilà, c'est peut-être pas que c'est pas le bon coach, c'est juste que nous on n'est pas prêts encore. Voilà. Enfin, la personne n'est pas prête. Voilà. Mais pour moi, entamer une prépa avec des TCA, quels qu'ils soient, c'est mort. C'est pas possible. Et c'est là le danger, ça revient à la fois à ce qu'on disait en termes de si tu prends une diète, enfin si tu prends un coach, on va dire, qui a une diète où il va te dire c'est tant de macros. J'ai eu la question d'ailleurs, est-ce qu'il faut mieux une diète plus flexible en off, des repas libres fréquents, mauvaise idée, point d'interrogation. Mais là, c'est là le gros danger, et je pense que justement, pour beaucoup de gens, aller se réfugier vers des coachs qui sont en mode macro, ou en mode fit sur macro, ou en mode flexi diète, en fait, ça marche vraiment sur une petite minorité de personnes. Et comme tu disais, Eve, en fait, c'est souvent entre guillemets, c'est une excuse, ou en tout cas, c'est un mirage pour cacher justement ce TCA, tu vois. Après, ça, c'est mon avis, ça reste mon avis, mais en tout cas, c'est sûr que hors saison ou pas hors saison, pour moi, diète flexible, enfin, on s'entend diète flexible, il y a diète flexible et diète flexible aussi, hein. Oui. Mais ce qu'on peut voir, certains coachs qui sont très, très renommés et qui, en fait, c'est normal aussi que ça soit très attirant pour l'œil de chaque personne de se dire, bah, de toute façon, il a des résultats en faisant manger des glaces à des gens. Mais en soi, c'est pas ça, quoi. Faut bien comprendre que c'est pas ça. Mais C'est aguicheur, ouais. C'est aguicheur. Ouais, oui, comme tu dis, il y a diète flexible et diète flexible. Moi, je sais que personnellement, pour moi, une diète flexible où tu vas me remplacer du poulet par un cordon bleu, je te dire, c'est mort. En fait, c'est mort. C'est pas possible. Tu vas pas me remplacer ton cordon bleu, tu vas pas me remplacer ton filet de poulet et ton huile d'olive par un cordon bleu. Une diète flexible, pour moi, ça va être au choix. Sur un hors-saison, je vais te dire, allez, les midis, tu vas avoir, sur ta protéine, tu vas avoir droit, tu peux choisir, par exemple, entre de la dinde, du poulet, du bœuf maigre, du poisson, du crevette, tu vois. À la rigueur, on varie comme ça. C'est sûr, nutritionnellement, c'est jamais la même chose. Mais en termes de macro, on a quand même quelque chose de très cohérent, tu vois. L'impact sur l'organisme va pas être le même que si tu manges un Kinder Bueno à la place de ton riz, tu vois. Et ça t'apporte toujours quelque chose, nutritionnellement parlant, pour ton corps. Bien sûr, mais voilà. Ça reste respectable, quoi. Oui, voilà. C'est quelque chose qui est tolérable, qui te permet de constructif, te permet d'avoir un plan plus souple. C'est très intéressant aussi au niveau du microbiote, enfin même de plein de choses. En plus, une variété de bonnes choses pour le coup, plutôt qu'une variété de merde, hein, on va pas se mentir. Oui, voilà. À la rigueur, tu as légumes verts au choix, les crudités, légumes verts au choix. Tu vas mettre une quantité de fruits au choix. Ça permet à la personne de varier, de se faire plaisir, de se faire des assiettes colorées, de se faire simplement des plats qui sont beaux et qui reflètent sa vie. Si le soir, par exemple, elle a envie de se faire un steak frites, tu vois, parce que elle a passé une bonne journée, elle a des amis, voilà, ça va lui permettre de pouvoir faire sa diète avec des quantités cohérentes à sa diète, mais elle va pouvoir varier un petit peu. Voilà, tout simplement. Et ça permet quand même de garder le cadre de la diète. Là, je parle par contre pour du hors saison, bien sûr. En prépa, on sait que c'est ça, et ça, point barre. Ouais, bah moi j'adore vraiment, c'est souvent cette approche-là que j'utilise avec mes clients. Et surtout les clients lambda, par exemple, si je peux dire, genre les gens qui veulent pas faire de compète, mais juste par exemple perdre du poids ou prendre de la masse, etc. Et je trouve que ça leur permet aussi de garder une certaine liberté, de pouvoir choisir parmi plusieurs propositions et tout ça. Et moi personnellement, ce que je fais, c'est vraiment que, en fait, je calcule tout pour eux. Vraiment, je calcule tout, je leur mets les quantités, mais voilà. Et en fait, je ne mets ni le nombre de calories, ni les macros, ni quoi que ce soit. En fait, que juste les aliments. Et ça leur permet de vraiment, du coup, ne pas se prendre la tête et juste se dire qu'est-ce que j'ai envie de manger. Ah, bah, j'ai envie de manger ça. Ah, bah, je peux faire ça, ça, ça. Et en fait, de pas se prendre la tête avec des macros, des trucs de est-ce que j'ai assez est-ce que je dépasse pas les calories, est-ce que et je trouve que c'est important. Ça les éduque, ouais. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien faire aussi avec les clients, alors encore une fois, pas des athlètes, des clients vraiment lambda, si je peux dire, c'est leur demander s'ils ont deux aliments vraiment qu'ils adorent. Par exemple, ce qui revient souvent, c'est typiquement la mozzarella ou le gruyère ou le Nutella ou que ça. Et en fait, de leur permettre en fait, j'aime bien l'intégrer dans la diète d'une manière qui est pas excessive, par exemple dans une collation à choix ou comme ça.
et comme ça qu'ils puissent se faire plaisir de temps en temps sans se prendre la tête et en voyant en fait aussi que oui, tu peux avoir un peu de Nutella dans ta diète sans que ce soit grave, sans que tu grossisses, et ça te permet aussi d'avoir du coup une vision des aliments qui sont mauvais entre guillemets pour la santé, et de voir que tu peux les manger sans prendre 50 kilos. Alors encore une fois, je fais ça avec des clients qui veulent perdre du poids ou que ça, pas forcément avec des athlètes, mais je trouve que c'est aussi important de leur laisser 1-2 aliments qu'ils adorent, pour vraiment qu'ils aient cette impression d'être libres et de pouvoir vraiment choisir en fait ce qu'ils ont envie de manger et d'apprendre à se faire plaisir tout sans abuser en fait. Oui, bien sûr. C'est le principe. Voilà, c'est comme disait Claire, on est sur, avec ces personnes-là lambda, on est sur de l'éducation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le coaching, c'est pas un mariage. Tu sais très bien que ce soit au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, même 10 ans peut-être de suivi, la personne ne va pas rester avec toi. Peut-être qu'elle ira avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle décidera complètement d'arrêter et de se gérer elle-même. Et c'est très intéressant aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on vit, d'éduquer les gens à comment s'alimenter correctement. Déjà pour leur objectif, mais aussi pour leur santé. Quand on voit aujourd'hui toutes les conneries qui sortent, le Nutri-Score, où on t'annonce que l'huile d'olive est classée D, que le Big Mac il est classé B, ça me donne envie de péter les plombs. Voilà. Et on est dans une société aussi aujourd'hui, on désinforme, on désinforme les gens, mais de manière hallucinante. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette approche où justement on leur réapprend à comprendre ce qu'ils ont dans l'assiette, ce qu'ils mangent et comment ça va impacter leur corps, tout simplement. Et en vrai, pour eux, c'est aussi très très dur parce que en vrai, peu importe qui regarde, il voit quelqu'un qui est là, non, moi j'ai raison, l'autre il a tort, moi j'ai raison, l'autre il a tort, faut faire comme ça, non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça, et c'est quelque chose qui est très très dur. Et par exemple, ça me fait penser typiquement à mes athlètes, ils ont toujours le choix, hein, c'est leur choix, mais souvent j'aime bien dire à mes athlètes que il faut qu'ils gardent leur prépa privée, dans le sens où encore une fois, bon, si tu as confiance à 400% dans ton coach, il n'y a pas forcément de problème, mais si tu dis que tu fais une prépa, il suffit de voir le nombre de personnes de ta salle qui viennent te dire, ah, tu devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme ça, oh, t'as pas encore assez séché, oh, t'as pris trop de masse, oh, si tu prends pas ce complément-là, t'arriveras jamais, ah, tu devrais te charger, bah, sinon c'est mort, enfin, plein de choses comme ça, et je trouve que, en fait, aujourd'hui, t'as des infos de partout, qui t'enlève tout le temps les autres infos que t'as, et en fait ça part dans tous les sens et c'est très très dur. Encore une fois, si t'as pas, pareil, si t'as pas confiance en 100% à ton coach, de savoir ce que tu dois faire, quoi. Il y a une autre chose par rapport à la diète flexible, en tout cas les exemples que t'as donné Luc, et du coup on fonctionne pareil. Mais ça rejoint aussi ce que disait Claire, et tu l'as dit d'ailleurs aussi au début du podcast, il y a le côté éducation et puis il y a le côté on est en hors saison. Aller au restaurant, c'est normal. Hein, dans la vie on est en 2022, c'est normal d'aller au restaurant. Et justement, ça doit pas être un problème. Ça doit pas être un problème de pouvoir aller au restaurant et de quand même coller au plan. Oui, d'accord, on contrôle pas tout quand on est au restaurant, ça c'est clair et net. Mais tu peux quand même y aller, tu peux quand même faire le choix qui est en cohérence avec ton plan. Et là, moi, j'ai des exemples de personnes, des filles, justement, qui ont des TCA aussi de base, avec qui on a beaucoup travaillé dessus. Et j'en ai une notamment qui, en fait, pour éviter ça, elle avait l'habitude de m'envoyer le menu du restaurant qu'elle avait choisi avec ses amis le samedi soir ou peu importe. En avance, elle me l'envoyait, elle me disait si je prends ça, est-ce que ça va? Et donc du coup, forcément, je disais oui parce que à chaque fois, en fait, vu que ça faisait un moment que je la suivais, elle était toujours cohérente et sa diète était toujours respectée, mais elle avait besoin d'être rassurée par ça. Et c'est ça aussi le but du coach, c'est d'éduquer et de rassurer aussi s'il y a besoin, et de faire comprendre aussi aux personnes que voilà, on est en hors saison justement, où on est dans un objectif pour les personnes lambda, comme tu disais Eve, on est dans un objectif où on n'a pas à se prendre autant la tête, et donc on a le droit de vivre comme tout le monde, on a le droit de profiter de la vie de 2022, etc., etc. Donc, voilà. Clairement. Autre question? Alors, fréquence et volume d'entraînement en off, est-ce qu'on en fait plus qu'en prépa? Je dirais qu'on s'entraîne pas pareil. Est-ce qu'on s'entraîne pas pareil? Je sais pas, en fait. En fait, c'est très, encore une fois, c'est très comment est-ce que ton coach fonctionne, etc. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'en prépa, ça travaille beaucoup, beaucoup sur le système nerveux, par exemple. Alors, ton système nerveux, il est vraiment mis à mal.
est-ce que en off, est-ce que du coup tu te permets de faire des entraînements un peu moins sur le système nerveux, qui travaillent peut-être autrement et qui permettent un peu à ton système nerveux aussi de se reposer. Et je trouve que c'est assez important de varier un petit peu comment tu t'entraînes, mais après, faut voir comment tu fais, quoi. De toute façon, il doit y avoir une planification dans les deux sens, peu importe le moment où t'es, que ce soit hors saison ou en saison. Quand t'es on, clairement, au fur et à mesure, il va falloir diminuer certaines choses, parce que comme tu dis, t'es tellement taxé à un moment qu'il va falloir diminuer certaines choses, mais à la fois, il va falloir augmenter peut-être la fréquence. Ça va dépendre de chaque personne, ça. Parce que tu dois réduire le volume et tu dois augmenter la fréquence pour retrouver quand même quelque chose de logique et puis pour pas trop faire de fonds musculaires. Là aussi, ça dépend de la catégorie, comme on disait au début du podcast. Et en hors saison, c'est pareil, c'est à un moment donné, suivant aussi la catégorie, si tu as tellement de substrats disponibles, pourquoi te priver de faire moins de volume, tu vois? Si pareil, si tu as tellement de bien-être articulaire entre guillemets et que tu sais que tu as besoin de faire de la masse musculaire, pourquoi te priver d'aller sur une fourchette de répétition plus basse avec donc du coup une tension mécanique qui est plus importante? Ouais, je pense que ça dépend, comme tout à l'heure pour le principe de savoir s'il fallait bulker ou pas hors saison. Je pense que c'est vraiment autant pour un homme, on est toujours dans cette optique de vouloir progresser musculairement, mais pour une femme, c'est toujours délicat par rapport à la KT. Ouais. Et je pense qu'en saison, autant on peut se permettre de progresser de manière globale et holistique, mais quand on voit après en prépa comment évolue le physique, des fois on peut être amené à faire des ajustements. Je prends l'exemple d'une bikini, ça va être le plus flag, Ouais. et peut-être couper le haut du corps. Donc forcément, si on entraîne moins le haut du corps, on va pas forcément faire plus sur le bas du corps, peut-être un petit peu plus. Mais voilà, donc au final, on va se retrouver avec un volume d'entraînement qui sera moindre, peut-être à compenser avec du cardio. Donc voilà, c'est des ajustements plus comme ça qu'il faut faire. Après, personnellement, je suis plus partisan en termes d'intensité et de volume de travail. Je pense que s'il y a quelque chose qui marche en hors saison, ça va être de le maintenir au maximum sur une phase de préparation, puisque c'est ce qui a permis en fait au final d'obtenir les résultats qu'on avait. Voilà, même si sur la période de hors saison, le but c'est tout simplement de faire de la viande. On va pas se mentir, c'est vraiment c'est là que c'est pas la préparation, c'est pas en prépa qu'on fait de la viande majoritairement, c'est vraiment sur l'hors saison, hein, clairement. Surtout pour une fille. Donc je pense que c'est très intéressant sur la période hors saison de mettre maximum d'intensité avec la fréquence la plus adaptée. Et je pense que sur la période de préparation, ça va être le plus pertinent, ça va être de maintenir au plus possible ce qu'on a, le travail qu'on faisait sur leur saison, que ce soit sur l'intensité, le volume, la fréquence, mais dans l'optique cette fois-ci non pas de progresser musculairement, mais de maintenir l'acquis tout simplement. Et en fonction de l'évolution du physique et des critères qui sont demandés, peut-être baisser ou réajuster par rapport aux besoins. Mais voilà, ça va surtout être ça pour moi, c'est vraiment, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, ça va être de chercher à maintenir ce volume de fréquence et intensité. C'est ça, parce que tu viens de construire un nouveau tissu. Et en gros, si tu es en train de changer du tout d'un coup, le nouveau tissu, il aura pas eu le temps de toute façon de rester, et il va partir direct en saison, il ne sert à rien du coup. Après, il y a autre chose, c'est que en hors saison, à un moment donné, oui, quand même, comme tu disais, Luc, le pied sur l'intensité, tu peux appuyer un petit peu plus dessus, clairement. Ça peut être parce que comme je disais, tu as plus de substrat en toi de toute façon. Donc bien sûr. Donc voilà, autant. Ah oui, mais l'intensité de façon. Après, là on parle plus de performance, forcément quand tu arrives quand t'es à 2 semaines de ta prépa, t'as plus du tout les mêmes perfs que sur le milieu de ton hors saison, ça c'est clair et net. Parce que l'intensité, la volonté d'intensité doit rester la même. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est fatigué, c'est pas parce qu'on est à bout d'énergie qu'on doit mettre moins d'intensité. C'est pas parce qu'on met 20 kilos de moins, 50, j'en sais rien, bref. C'est pas parce qu'on met plus léger que l'intensité doit diminuer. Au contraire, je pense qu'elle doit rester vraiment similaire. Ça me fait penser aussi, d'ailleurs, quand tu es en train de dire ça, c'est que là, pour le coup, quand tu es hors saison, ça fait le lien avec la diète, hein, mais si t'en deviens léthargique à l'entraînement, ça peut même arriver chez certaines filles, hein, quand elles sont trop ballonnées parce qu'elles mangent trop, elles deviennent léthargiques sur certains groupes musculaires à l'entraînement. Là, c'est justement aussi un signe que le hors saison, là, il est mal géré, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ça. Après, moi, ce que je voulais dire, en fait, avant, c'était surtout que souvent, après une prépa, justement, on a le moment du bad mood où on est extrêmement fatigué parce qu'il y a aussi la fatigue de la prépa qui sort. Et c'est plus à ce moment-là, en fait, je trouve. Alors, je suis totalement d'accord avec vous par rapport que c'est aussi en hors saison, tu peux vraiment commencer tu peux vraiment aller chercher à faire de la viande, etc.
Mais je trouve que ça peut être intéressant. Après, ça dépend. Si ton athlète, il en a besoin, bon, bah, il en a besoin. Mais de faire quand même quelques jours ou semaines un peu plus calmes au niveau des entraînements. Simplement juste pour que la personne ait vraiment le temps de récupérer correctement, après sa scène, si elle est extrêmement fatiguée, ou voilà. Et je trouve que c'est quand même important. Parce que si tu forces direct derrière alors que la personne est exténuée, bah, ça peut aussi engendrer des fissures, des trucs, et je trouve que c'est pas très très bon. Après, bah, c'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est comment est-ce que la personne récupère son mood après la compète. Si après la compète, elle pète le feu, ça l'a poussé à avoir encore plus envie de tout défoncer, bon, bah, on va pas lui dire entraîne-toi moins. Mais faut quand même manager tout ce qui va se remettre en route ou tout ce qui va arrêter de se mettre en route à un moment donné. Ouais, donc t'as quand même aussi en tant que coach pas le choix de dire aussi à un moment donné, faut manager la fatigue, faut manager, comme tu disais, le système nerveux, faut manager les tendons, les articulations qui ont pris cher. Et puis parfois la motivation et comment dire l'entrain que ça t'a donné de monter sur scène, tu es pas capable en fait de toi-même voir que t'es exténué. De te raisonner, ouais. C'est ça. Ouais. Puis de toute façon après un entraînement en soi, même si on n'est pas dans un cadre de préparation physique pour sportifs, j'entends une PPG tout simplement. Il y a quand même dans le body, même dans le fitness, même dans le bikini, même dans le wellness, bah d'ailleurs tu le vois aussi clair, hein, je pense que t'es un très bon exemple, t'es la seule pro ici, mais il y a une planification qui doit être faite sur l'entraînement. Il y a des choses, faut être cohérent. J'entends des fois des personnes qui je fais que de la force pendant 6 mois ou je fais que du volume pendant 6 mois. Ben non, il y a quand même une logique dans l'entraînement. Enfin, en tout cas, je pense qu'on fonctionne tous pareil à ce niveau-là. Quand on fait des plans, on les change. Quand on a besoin de les changer, c'est qu'il y a une raison et on les change pas juste pour faire plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est totalement ça. Après, je trouve que tout comme la diète en hors saison, tu peux aussi te permettre, par exemple, de faire 1-2 entraînements un peu plus cool ou typiquement tu t'entraînes avec quelqu'un d'autre qui te montre, je sais pas, un autre style d'entraînement ou quoi ça. Enfin, de temps en temps, tout comme le resto de temps en temps, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de mauvais en vrai. Bien sûr. Enfin, c'est le moment en fait où tu peux aussi te permettre de dire bah j'ai envie de m'entraîner autrement aujourd'hui. De partager. Ouais, c'est ça, et de partager, de t'entraîner avec quelqu'un d'autre qui s'entraîne pas forcément comme toi, qui a pas forcément le même coach ou comme ça, et je trouve que en prépa tu peux pas te permettre de faire ça, alors que en hors saison c'est aussi le moment où justement tu peux aussi un petit peu lâcher prise par rapport à ça. Puis c'est le moment aussi de tester, donc que ce soit sur l'entraînement de tester notre approche, comme tu dis, sur une séance ou sur même des techniques, voilà, et ça marche aussi avec la diète. C'est le moment de tester ce que tu peux réintroduire par exemple comme aliment et qui peut te servir du coup après quand tu seras en prépa, tu vois. C'est aussi dans les deux cas ça marche en fait. C'est comme tu dis, faut s'enlever ses œillères, puis il faut aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en France on est quand même encore donc déjà par le fait de couper, de faire s'entraîner avec quelqu'un d'autre, je trouve que c'est totalement cohérent en saison de le faire, de manière ponctuelle bien évidemment, parce que le but c'est quand même d'avoir un plan à suivre, de chercher à progresser sur ce plan. Mais c'est vrai qu'en France on a même une mentalité qui est un petit peu fermée sur ça, dans le sens où tu vas à l'étranger, tu as des athlètes pros au plus haut niveau, n'hésite pas à faire des séances d'entraînement avec d'autres coachs que le leur. Ouais. Pour aller voir, tester de nouvelles choses, parce que tel coach est spécialisé dans les processus d'entraînement. Je prends l'exemple dernièrement qui Urs Kalensky, 4e à Olympia. Il est coaché par Stéphane, et pourtant il est bien allé faire une séance avec Joe Bennett pour accentuer son travail sur les triceps, sur les pecs. C'est quelque chose qui est très ouvert à l'étranger, et pourtant en France, ça, si aujourd'hui on te dit que tel qui est préparé par tel coach, il va faire une séance d'entraînement avec un autre coach, c'est la folie, quoi. C'est fou parce que typiquement moi j'habite en Suisse et en fait justement moi après je connais pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'en Suisse justement c'est vraiment comme ça, genre si tu vas aller t'entraîner avec un autre coach et tout, genre je sais pas, c'est normal, genre tu vas t'entraîner, c'est ça, genre si de temps en temps tu peux faire une séance, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus entre coachs aussi, bon, il y a toujours un petit peu de rivalité, de choses comme ça, bon voilà, c'est le monde du body, mais je trouve qu'il y a quand même une petite phase un peu friendly où tu peux vraiment genre
Par exemple, moi, il y a une fille qui a à peu près mon âge, qui a fait 1-2 séances avec moi, mais juste comme ça, genre pour s'entraîner ensemble et kiffer et tout ça. Et, je trouve je trouve ça c'est assez cool justement qu'il n'y ait pas. Je pensais pas que c'était comme ça. Ça me paraît bizarre. Moi personnellement, ça me paraît bizarre du coup, tu vois. C'est très fermé en France, et puis après, en plus, il y a tellement d'histoires, c'est assez dommage là-dessus. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dommage parce que tu perds d'apprendre d'autres, en fait. Parce que tout le monde a quelque chose à t'apprendre. Tu vois, on reprend l'exemple de Urs. Il a été faire une séance avec Nick Walker. En termes de physique, c'est le jour et la nuit. Pourtant, il a quand même quelque chose à apprendre de Nick Walker. Et inversement, Nick, je suis sûr qu'il a appris quelque chose de Urs. Tu vois, ça marche avec Joe Bennett et ça marche avec n'importe qui. J'écoutais aussi, je sais pas si t'as écouté, Luc, la vidéo de Matt Jensen sur le YouTube de sa marque de compléments. À un moment, il y a une question sur justement qu'est-ce qui l'a amené à être aussi bon coach entre guillemets. Et ben en fait, il a sorti une liste d'autres coachs. Il a dit j'ai appris grâce à eux et du coup j'ai testé et du coup j'ai fait autre chose et j'ai appris autre chose et maintenant j'ai mon coaching comme ça et je continue quand même à appeler Neil Hill, je continue à appeler Phil Wiese. Enfin, voilà, tu vois. Mais les meilleurs coachs aujourd'hui, quand tu leur demandes comment ils sont devenus meilleurs coachs, c'est pas en lisant des bouquins ou en apprenant de leur côté. Ils ont demandé à des mecs qui étaient meilleurs qu'eux. Et à un moment donné, je pense que quand t'es coach, que tu veux viser le plus haut niveau, il faut arrêter, et ça, c'est gros problème en France, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de préparateurs, qu'on n'a pas, quasiment pas de préparateurs internationaux en France, mais c'est que on a l'ego de pas aller demander ailleurs, on a cet ego qui est de je vais pas voir ailleurs, moi je sais, c'est que moi, voilà. Si, il y en a pas, mais si, il y en a quelques-uns, je pense que ton préparateur Claire est dans ce milieu-là, mais voilà, tous les pseudo-préparateurs que je vois aujourd'hui, n'ont pas cette éducation de se dire, de poser leur ego, de dire ok, je vais aller demander à meilleur que moi, un mec a de mes résultats, non, c'est de suite il a de meilleurs résultats que moi parce quoi, il connaît un tel, etc. Non, voilà, c'est ça en France, et je pense qu'aujourd'hui si on je vous rassure, en Suisse c'est pareil, hein. Enfin c'est toujours différent, enfin il y a pas tout le monde qui est, enfin voilà, comme on disait, Luc, ton coach Claire, je pense qu'il est pas comme ça, donc voilà, faut pas non plus mettre tout le monde dans le même bateau, mais effectivement en Suisse aussi, je pense que c'est un peu partout pareil, c'est toujours en fait la question de la rivalité, quoi. Après, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes coachs comme nous, parce qu'on reste jeunes, je pense, quand même. Tu vois, il y a de plus en plus de consultations qui se développent. Toi, je sais que t'en fais d'ailleurs. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se former aussi. Enfin, tu prends l'exemple de Vincent Duty, qui en ce moment quand même gagne de plus en plus de cartes pro. Mais tu regardes, en fait, chaque semaine, il a un call avec un autre coach. Il a été formé à droite, à gauche, justement aussi avec toi, Luc. Enfin voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense, enfin moi je suis dans cette même dynamique, j'essaie d'appeler le plus de monde possible. J'ai eu de la chance avec les podcasts, enfin je me suis créé la chance de communiquer avec des grands coachs francophones et qui derrière m'ont donné des infos que je pense que peu ont. Derrière, tu vois, quelqu'un comme Patrick Tuor, quelqu'un comme Yacine aussi, où j'ai appris des choses. Voilà, comme tu dis, faut enlever cet ego et arrêter de se dire qu'on a la science infuse. Parce que c'est pas vrai, en fait, tout simplement, et qu'on a. D'ailleurs, moi, j'avais parlé avec Patrick Tuor, et je lui avais demandé justement s'il avait une formation à me recommander pour aller encore plus loin que toutes les formations que j'ai faites et tout ça. Et il m'a dit, c'est uniquement l'expérience et l'échange. Il m'a dit, il n'y a que ça. Il m'a dit, tu trouveras jamais une formation, c'est vraiment que de l'expérience, et l'expérience, tu l'as comment? Tu l'as en testant, en faisant des erreurs de temps en temps, et surtout en échangeant avec d'autres coachs qui font. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de bien voir que c'est pas parce que l'autre fait pas comme toi qu'il fait faux. Et je trouve que c'est là où c'est le plus intéressant, c'est d'échanger avec quelqu'un qui fait pas comme toi, parce que ça te permet vraiment de voir une autre manière de travailler et de te remettre en question aussi. Ouais, c'est ça. Et de surtout voir que il y a des clients avec lesquels par exemple ta méthode de base fonctionne bien, il y a des clients qui ça ne fonctionne pas, et dès que tu te dis mais il y a cette personne qui m'avait dit qu'elle faisait comme ça, et que tu testes, ça va tout de suite bien en fait. Et c'est là où tu vois aussi que
personne n'a en fait la science infuse et que et il faut vraiment écouter et que c'est pas parce que l'autre dit pas la même chose que toi que c'est faux. C'est vraiment que c'est très personnel en fait et que les gens ils réagissent tous différemment et l'approche aussi, etc. Et je trouve qu'il y a une chose qu'il faut arrêter aussi de voir comme quelque chose de négatif. C'est par exemple quand, bon, si tu changes chaque semaine de coach, voilà, c'est autre chose. Mais par exemple, quand tu prends un coach et que tu vas vers un autre coach, et ben des fois c'est juste que ton premier coach, il y a quelque chose, enfin je sais pas, que ce soit du feeling ou comme ça passe pas. Ou sa manière de travailler, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais coach. Juste ça te correspond pas personnellement. Et après, tu peux aller chez quelqu'un d'autre où tu vas te sentir hyper bien. Et je trouve que ça, c'est pas, enfin, faut pas le voir négativement en mode, ah, je suis un coach de merde, je perds mes athlètes, ils préfèrent aller chez lui. Non, c'est juste qu'il y a des gens avec des alchimies où il y a une manière de travailler où même juste la personne en elle-même, elle va attirer certaines personnes et d'autres pas du tout. Et je trouve que c'est important aussi de pas cracher sur les autres en mode ce que tu fais c'est de la merde et tout. Au contraire quoi. Bah, de toute façon, si tu fais ça, je vais te dire, ton coaching, il va pas aller bien loin, parce que ça veut dire que t'es focus sur les a priori qu'on peut y avoir sur ton coaching, et t'es pas focus sur tes élèves pour l'instant. Ouais, c'est ça, et puis que t'es persuadé d'avoir la science infuse, et le problème c'est que si t'es persuadé d'avoir toujours raison, tu te remets jamais en question, bah tu vas dans le mur en fait. Et tu deviens gourou. Ouais. Ouais, mais ça aussi, ça... Et les autres, ils ont tort. Mais par contre, les autres, ils ont souvent plus de résultats que toi. Voilà, c'est ça a ses limites, c'est exactement ça. Après, c'est sûr que c'est vrai que parfois, c'est dur de devoir admettre, ah putain, j'ai fait faux, ou cette personne, par exemple, que j'aime pas, elle avait raison sur ce point. Et c'est sûr que, voilà, on a tous de l'ego, et des fois, c'est dur de mettre son ego de côté, mais je trouve que c'est quelque chose qui est important, et quand on parle justement, encore une fois, de développement personnel, ça fait aussi partie de ça, quoi. Bien sûr. Mais comme tu dis, il y a l'ego, mais on a aussi le droit de pas être d'accord avec ce que certains font. Moi, typiquement, je suis pas très d'accord avec toutes les céréales en post-training, par exemple. Ouais, et pourtant, je sais très bien que ça marche. J'ai des clients qui en ont parce que j'ai pas le choix, parce que quand tu es à plus de 700 grammes de carbs, à un moment donné, faut aussi réfléchir intelligemment autour de ça, par exemple. Mais voilà, je suis pas non plus fermé à ça. Mais je suis pas d'accord, c'est pas quelque chose que je vais promouvoir pour autant. Ouais, encore une fois, c'est au cas par cas, quoi. Exactement. Mais, de toute façon, il y a un post qui est revenu, je sais plus si c'était Joe Bennett ou Thibodeau qui avait fait ça, et Antonin, il l'a repris aussi sur Insta. Si toi, en tant que coach, tu es fermé que sur une seule manière de faire pour tous tes clients, tu vas droit dans le mur. Parce que... c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est un facteur limitant, quoi. Bah, c'est ça. Et si t'as pas compris qu'il y a autant de méthodes qui fonctionnent que de personnes qui s'entraînent, c'est que t'as pas compris, ou c'est que t'as pas pris le temps de t'éduquer aussi sur ce sport-là. Parce que, typiquement, tu vois, les deux personnes qu'il y a derrière moi, ils sont jamais entraînés pareil, et pourtant, ça va rester. Il y en a un, c'est une légende, il y en a un, ce sera une légende dans pas longtemps, du monde du fitness. Oui, et d'un autre côté, peut-être que s'ils avaient été entraînés exactement pareil, il y en aurait un qui serait une légende et l'autre pas du tout, hein. Exactement. C'est ça. Il n'y a pas dans ce sport, pas de règle. J'ai envie de dire, il n'y a pas de vérité. Il y a des bases communes. Voilà, tu construis pas du muscle en bouffant un tacos tous les jours. Et encore, tu vas quand même réussir à progresser un peu. Mais voilà, il y a des bases, mais il n'y a pas de vérité et il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Une méthode peut marcher avec toi très efficacement. Une autre méthode va marcher peut-être moins efficacement. Une autre méthode ne sera pas du tout adaptée. Est-ce que ça veut pour autant dire que celle du milieu n'est pas du tout bonne pour toi? C'est pas la plus optimale, mais elle marche quand même. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est même pas... Je pense que quand on est coach, je pense qu'on doit chercher à avoir le panel de possibilités qu'on a, mais il faut aussi savoir prendre nos positions. Comme tu as dit, voilà, Alex, toi, t'es pas partisan, par exemple, de tout ce qui est céréales post-training. T'as tes raisons, t'as tes arguments, c'est très bien. C'est voilà, ce qu'il faut avoir. Maintenant, si t'es partisan, t'as pas d'argument, tu le mets en place ou tu le mets pas en place, mais t'as pas d'argument derrière, il n'y a pas de logique. C'est vide. C'est vide. C'est pas constructif, Exactement. Ça se retrouve aussi sur l'entraînement, hein. Il y a des choses que moi je suis pas du tout d'accord avec, et que jamais pour moi c'est un non-sens de faire ça. Pour autant, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, qui ont des très bons résultats avec cette méthode. J'en suis conscient aussi. Mais voilà, je vais pas non plus entre guillemets
me tordre à la dernière mode parce que voilà, c'est la mode, tu vois. C'est En fait, il faut aussi que ton travail, il soit, ce soit quelque chose qui te correspond. Si tu travailles d'une manière qui fonctionne chez d'autres personnes, mais parce que ça fonctionne chez d'autres personnes, mais qu'en vrai ça te correspond pas, bah t'arriveras pas non plus, quoi. disons, c'est ça, c'est si tu fais du copier-coller et ça se retrouve pour quelqu'un qui se gère tout seul en hors saison, s'il fait le copier-coller de, je sais pas, de l'entraînement qu'il a vu par exemple de Urs ou qui fait le copier-coller de la diète de Hunter Labrada qui nous avait partagé avec où il mixe tout, à partir du moment si tu fais ça, tu vas droit dans le mur parce que comme tu disais Luc, tu progresses un petit peu au début, certes, mais tu progresses parce que c'est justement t'as ce nouveau stimuli qui arrive. Mais sauf que tu atteins un plateau très rapidement, et puis à la fin, il y a de grandes chances que justement tu ne progresses même pas et que tu régresses parce que c'est pas du tout en adéquation avec toi, avec ta physiologie interne, avec ton anatomie, avec plein de choses. Et puis c'est comme les athlètes qui ont fait une prépa une fois, qui sont pas du tout coach, et parce qu'ils ont fait une prépa qui a plus ou moins bien réussi, se disent coach et coach des gens et font du copier-coller de la prépa qu'ils ont eue et en fait bah de un ça marche pas et Non. de deux c'est pas quelque chose, tu peux pas faire ça, quoi, je sais pas, c'est Ouais, mais là on en revient à la même chose, c'est que ils ont pas pris le temps de comprendre que chaque individu est justement un individu. ouais, c'est ça, exactement. Bon, après, le temps fait le tri avec ces gens-là, clairement. Ouais, ouais, mais ce qui est Il y a dommage, quand même des fois un deux qui passent à travers, hein. Ouais, ça finit. puis ce qui est dommage, c'est que surtout, par exemple sur un hors saison, ils ont le potentiel de briser des choses en fait, et des gens notamment. Donc tu as des métabolismes qui sont brisés, tu as des systèmes hormonaux qui sont brisés, et derrière, c'est voilà, t'as cassé quelqu'un en fait quoi. Et ça, moi, éthiquement, ça me gêne beaucoup en fait. Oui, moi aussi. Je pense que c'est c'est un métier privilégié dans le sens où les gens nous confient plus que leur voiture, ils nous confient leur santé avant tout. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est un devoir c'est peu con de dire ça sur une période de préparation, mais c'est un devoir d'optimiser leur santé, de la maintenir au minimum. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'on peut voir sur des diètes, sur des plans d'entraînement, ou même sur le plus, Sur des ça projets. fait peur aujourd'hui. Ça fait peur parce que je vais pas dire que ça décrédibilise notre travail parce que aujourd'hui le tri se fait et les personnes qui sont vraiment compétentes sont reconnues et ont des résultats durables. Mais voilà, je trouve que c'est un côté très pervers et très dangereux de vouloir attribuer sa santé, confier sa santé entre les mains de quelqu'un qui au final a juste comme la diève, a juste fait une compétition, a montré ses abdos 5 minutes sur scène au premier GP du village qui est sorti. Pour une meuf. Voilà. Encore pire. Ouais, ouais. Ouais, mais justement, tu vois, ça me fait réfléchir. J'ai quelqu'un qui m'a écrit en privé et c'est une fille hein, et qui m'a demandé ce que j'en pensais de ce que son coach lui présentait. En soi, bon déjà c'est pas la chose à faire parce que comme on disait, faut avoir confiance dans ce qu'il te fait. Mais Alors, en soi, elle a quand même, déjà. elle a Mais quand même. pas après comment tu te sens par rapport à la place qu'on te demande de prendre, Moi, le problème c'est que je peux pas répondre là-dessus. Donc je lui ai dit, la question c'était mon coach du coup on a prévu de faire 1 an de off, de hors saison. Donc du coup on fait clean à l'année. Et elle m'a demandé du coup ce que j'en pensais. Je lui ai dit je suis pas ton coach, donc je peux pas savoir pourquoi il te conseille ça. Juste moi je travaille pas comme ça. Mais après voilà, c'est comme disait Luc, sûrement que ce coach-là, moi c'était t'as pris l'exemple des céréales. Bon là c'est un autre exemple, hein, un peu plus dans l'extrême on va dire. Enfin, en tout cas on touche à autre chose. Mais ce qu'il y a c'est que sûrement qu'il a ses raisons pour promouvoir ça ou en tout cas pour demander ça à la personne. Est-ce que pour autant ça va être sain? Ça va dépendre justement de chacun, de son point de vue de chacun. Et après, si elle se posait les questions tout simplement de ça, c'est que ça l'a dérangé. Et si ça te dérange, c'est que ça va pas marcher. C'est que t'as déjà des doutes, quoi. Mhm. Forcément, ça sera pas constructif. Et en soi, là, pour le coup, pour revenir donc à ce que disait Luc, je trouve que c'est dommage à ce moment-là. Là, c'est mon avis personnel et je critique pas forcément le coach parce que en plus je le connais. Mais c'est pas quelque chose que oui, moi, éthiquement, une fois de plus, je mettrais en place de dire à une fille, pendant 1 an, tu vas te mettre sous pleine, sous autre chose, parce qu'il y avait d'autres choses aussi à côté, pour faire du bikini en plus, hein, on est d'accord.
Ah merde. Donc, voilà, éthiquement, moi, je suis pas capable de faire ça. Mais tout le monde n'a pas la même éthique que moi. Il y a même un grand coach français, un grand entre guillemets, qui, dans ses questions-réponses, des fois, dit qu'il privilégie et qui met en avant la féminité chez ses athlètes. Disons qu'on n'a pas la même définition, du coup, Après, il y a aussi un problème par rapport à ça qui est de plus en plus là, et ça se voit aussi sur le niveau qu'on a dans les compétitions, c'est que les gens, ils ont plus peur des produits, quoi. Ah bah non. Et quand tu vois des bikinis genre pour des compètes régionales, hein, qui sont à la GH, à l'insuline, même parfois avec du Winstrol ou des choses comme ça, bah, ça commence à aller un peu loin, quoi. Surtout pour du bikini, après c'est mon avis, et puis surtout pour du régional, quoi. Oui, surtout pour acquérir un physique, en termes de masse musculaire, si avec les entraînements et la diète, quelle que soit la personne, et clairement, hein, si avec le temps, t'es pas capable de te construire un physique compétitif pour aux critères bikini, naturellement, il y a un problème. Ouais, c'est ça. C'est que bikini, c'est une des seules catégories où tu peux faire vraiment quelque chose de bien. Alors, je parle pas des pros, hein, mais en régional et même dans les compétitions nationales, etc., où tu peux faire une bonne place en étant naturel. C'est Mais accessible. ouais, c'est ça exactement. Après, c'est sûr que vu que les gens ils ont plus peur du produit, bah ça devient de moins en moins accessible. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas impossible. Si tu regardes des Non, c'est figures, pas voilà, impossible. on est bien d'accord Mais, que mais le problème, c'est qu'il y a un raccourci qui est fait, comme tu dis. Et l'autre raccourci, par contre, qui est, enfin, en tout cas, le chemin qui n'est pas pris, c'est souvent, on le voit, justement parce qu'on veut rusher, tu le vois sur scène, hein, parce qu'elles ont beau prendre les produits, je vais pas, là, je citerai personne, mais tu le vois qu'il y a un manque d'entraînement, il y a un manque de diète, et, C'est l'application, ouais. et voilà, et t'as pas les bases, quoi, en fait. Tout simplement, t'as pas les bases. Donc oui, tu peux rusher le processus, mais tu peux faire ce que tu veux. À un moment donné, de toute façon, t'es tellement limité que ouais, peut-être que tu vas faire une belle place à ton régional parce que t'as construit un physique entre guillemets, construit un physique grâce à certaines choses à côté. Mais derrière, ça se voit. Les gens qui ont l'œil, qui connaissent ce milieu-là. Moi, le régional que j'ai été voir cette année, ben voilà, ça se voit à des kilomètres. Et pourtant, comme tu disais, Eve, certains protocoles, voilà, on les connaît. C'est des personnes qui étaient sur scène. Et pourtant, le physique reflète pas en tout cas le travail qui devrait être à la hauteur de ce protocole. ouais, puis chez les femmes, faut pas, excuse-moi, Claire. Non, vas-y. Ok. Chez les femmes, faut pas oublier que c'est aussi, c'est vraiment, enfin, il y a certains produits qui sont irréversibles. Et il y a vraiment des gens enfin, des coachs qui distribuent ça comme si c'était, je sais pas, des chips. Des bonbons, ouais. Ouais, c'est ça. Et enfin, je comprends qu'on ait de moins en moins peur des produits, même si voilà. Mais quand tu vois les protocoles, vraiment, le 80% du temps, même le 90% du temps, quand je parle avec des gens qui me racontent un peu leur protocole, alors voilà, moi après je suis pas encore une pro là-dedans, mais qui me racontent leur protocole comme ça, bah des fois je suis un peu là, mais puis le 90% du temps c'est même pas pour monter sur scène, quoi. Et Oui. enfin c'est vraiment une catastrophe, quoi. Et puis en fait sans oublier le Ouais, mais on saura pas du coup. des choses comme ça. Je sais pas, tu prends des choses comme du desmodium, des trucs comme ça. Oula, Eve, t'as un petit souci de réseau là. Ouais. Hein? Ça coupe un petit peu quand tu parles. Ça a coupé, ouais. Ah ouais? Ouais. Vous m'entendez On a là? entendu la quasi-totalité. Ah bah merde. Mais du coup je disais, je sais plus ce que je disais. Mais je disais ouais, quand tu fais vraiment n'importe comment et puis que les gens ils font pas attention à leur choix ou comme ça, bah enfin je sais pas, comme on disait, ils distribuent ça comme des bonbons et puis Bah, on dit que tu peux vraiment nuire à la santé de quelqu'un, quoi. c'est ce que dit Luc, et puis en plus bon bah Luc, toi avec ce que tu proposes aussi en termes de consultation, justement, t'as un niveau là-dedans qui est très élevé, en tout cas pour le milieu francophone. C'est que voilà, les gens non, mais c'est normal, mais les gens ils nous confient leur santé à un moment donné. Si tu veux juste rusher, c'est pareil en tant que coach, si tu veux rusher les résultats pour avoir un bel avant-après, mais que derrière, certes ta photo elle est belle, mais à l'intérieur de la personne c'est tout moche,
bah moi ça pose un problème, quoi. Je veux dire, c'est que tu sais pas faire ton boulot, en fait, quoi. Les, les produits construisent jamais un physique. On associe souvent ça aux produits magiques, mais les produits n'ont jamais construit un physique. Tu peux prendre 8 unités, 20 unités de GH, insuline, tous les androgènes que tu veux, les peptides que tu veux, ça construira jamais un physique. Quand je dis construire un physique, bien sûr que si tu peux te charger comme un âne, que tu sois un homme ou une femme, tu vas avoir de l'évolution. Mais c'est pas une évolution qui collera avec ce qui est demandé sur scène. La base de la base, ça reste vraiment l'entraînement le plus intense possible, le plus discipliné possible, et la diète également la plus disciplinée possible et surtout la plus adaptée à ton objectif. Tu dois être, il faut vraiment que la personne soit en mesure d'évoluer avec ça, avec ces deux bases, et le rythme de vie bien sûr qui va avec, pour avoir les résultats. Les produits, peu importe ce qu'on va utiliser, peu importe les choix qui vont être utilisés, bien sûr de manière beaucoup plus minutieuse, encore plus pour les femmes, puisque comme l'a bien dit Ève, il va y avoir des effets, il y a déjà des effets chez l'homme, mais il va y en avoir encore plus chez la femme. Mais les produits ne sont là qu'à pour être la cerise sur le gâteau. Et l'idée, c'est pas, et c'est ce que beaucoup de gens croient, c'est pas plus j'en prends, plus j'aurai de résultats. Il y a une croyance derrière qui veut que plus tu prends de produits, plus tu as un budget produit derrière, plus tu vas avoir de résultats. Et parfois, c'est même l'inverse. Bien évidemment, quand tu, voilà, hein? Je dis des fois, c'est même l'inverse. Plus tu prends, pire c'est, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, alors forcément, en fonction des catégories, c'est sûr que quand tu dois passer open, c'est pas du tout le même protocole que pour un physique, on va être d'accord. Mais l'idée, c'est pas plus j'en prends, plus j'obtiens des résultats. La stratégie, ça va être vraiment d'optimiser la diète, l'entraînement, tout, et d'utiliser, d'avoir le plus de résultats avec le moins possible. Exactement. Ça va être ça. D'avoir le plus de résultats avec le moins possible, tout simplement pour la santé globale. Voilà. Et pour que ce soit durable. Si tu t'amuses à faire des protos de tarés, des protos qu'on va pouvoir circuler sur les réseaux, sur des forums, etc., tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois. Si en plus tu sais pas driver ta physiologie interne derrière, tu es sûr d'une chose, tu vas droit dans le mur. Ce sera peut-être pas des problèmes qui vont arriver de suite, mais ils vont arriver tôt ou tard. Et ça, c'est inévitable. Voilà. On n'est pas tous sur ça. Voilà, il y en a, ils vont prendre très peu. Ils vont avoir des problèmes, il y en a, ils vont charger toute leur vie, ils vont avoir zéro problème. Moi, par exemple, pour l'instant, je charge aucun de mes athlètes parce que même si je commence vraiment à avoir des bonnes connaissances là-dedans, je me sens pas du tout apte à le faire et j'ai pas du tout encore l'impression d'avoir les connaissances pour. Et en fait, genre, je trouve que les gens, ils chargent beaucoup trop facilement les autres en mode, ah, vas-y, c'est de la stevia, quoi. Et puis, non, c'est vrai, quoi. Enfin, et je trouve, enfin, moi, ça me fait super peur. Enfin, par exemple, quand j'entends qu'il y a certains coachs qui ont des athlètes qui sont, bon, alors, c'est pas le même niveau, mais qui sont mortes sur scène, que ce soit à cause des diurétiques, des produits ou des diurétiques, voilà, etc. Moi, c'est quelque chose qui me fait super peur et j'ai vraiment peur un jour de bousiller quelqu'un et de devoir me regarder dans une glace et me dire putain, j'ai fait un protocole alors que j'étais pas sûre de moi et en fait, j'aurais pas dû, quoi. Après, peut-être je suis trop à l'extrême au niveau de pas avoir assez confiance en moi. Mais par exemple, si un jour je dois charger un athlète, je pense que je demanderais à un coach justement en qui j'ai vraiment confiance de contrôler ce que je fais, de me dire là c'est bien, là tu devrais faire plus attention, etc. Et je pense qu'un bon coach qui a une bonne mentalité et qui est intelligent, il me dira il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est important aussi de s'entraider à ce niveau-là en tant que coach, quoi. Après, pour quand même revenir juste au début de ce que tu viens de dire, certes, il y en a qui distribuent ça, comme tu dis, comme la stevia, mais il y a quand même aussi la personne qui le prend, elle est bien consentante de le prendre aussi. Donc, c'est ce que j'allais dire. Les gens, ils veulent juste le résultat. Hein. Il y en a par eux-mêmes, ils n'écoutent pas le coach, ils prennent en plus. Hein. Ah bah, voilà, j'ai encore eu l'exemple. J'ai encore eu l'exemple de quelqu'un qui, en perte de masse, enfin en perte de gras, qui me dit, je comprenais pas parce que en diminuant le plan, le poids augmentait, mais vraiment d'une manière astronomique. Et puis un mois après, il m'a dit qu'il avait attaqué la GH. Ah, d'accord. Forcément, je comprends. Les gens, ils veulent juste le résultat, ils veulent pas fournir les efforts à côté. Oui, et puis ils s'en foutent de mettre leur santé en danger aussi. Genre, par exemple, moi, ça m'est arrivé dans mon fit d'avoir quelqu'un où on est plusieurs à lui avoir dit parce que vraiment, ça se voyait physiquement que ça allait pas, quoi. Enfin,
Et on est plusieurs à lui avoir dit, fais-toi suivre parce que là, c'est une cata, on va faire des prises de sang, etc. Et les gens sont là, non, je veux le résultat, et vraiment, c'est ça. Et puis, même les coachs, hein, les trois quarts, c'est ça, ils veulent juste le bifton, le résultat sur l'instant T. Puis après, si t'es mort, c'est silence radio, et puis ils s'en foutent, c'est pas leur santé à eux, donc ouais. Bon, voilà, tu regardes dans l'histoire du body, ça c'est depuis les années 70 que ça existe, donc tu sais, on passera toujours par là, hein. Tu regardes Arthur Jones avec Casaviator, tu regardes Chad Nichols, tu peux regarder tous les grands noms qui ont préparé du monde, les histoires derrière, il y a au moins une histoire négative à un moment donné. Mais comme je dis, voilà, le problème c'est comme pour un coach qui te met en diète flexible et après derrière tu fais un TCA, il y a deux parties qui sont responsables, il n'y a pas qu'une seule partie qui est responsable. Oui, ça reste un couple. Ouais, c'est ça, et c'est pareil quand t'as une athlète qui vient vers toi et qui dit oui, je veux faire cette compète, je veux faire cette complexe. Si toi tu sais qu'elle est pas prête, typiquement avec les TCA, et tu dis ok, on y va quand même, t'es responsable à 50% de comment ton athlète elle va chuter après. Oui, parce que t'as pas managé le début, la base, quoi. C'est ça. Bon, du coup, je crois qu'on a fait pas loin de 2 heures. Presque, ouais. Je pense que moi, il me restait, je crois, deux, trois questions, mais je pense qu'on y a répondu. Encore des questions, oui. Bah, comment estimer la durée d'elle d'un off? On va finir par celle-là. Quels critères, du coup? Pour estimer la durée d'un off? Ouais. Parce que du coup, la question, c'est un petit peu, en fait, ouais, quand est-ce que t'arrêtes, quoi, en fait? Quand c'est qu'on attaque justement, quand c'est qu'on arrête le off et quand est-ce qu'on démarre une prépa, par exemple? Du coup, ouais. Ou une mini-cut, ça peut être par exemple ça aussi. Ah, ok. Pour faire un mini-cut, je pense que pour une fille, ça va être vraiment, dès qu'on voit que le taux de masse grasse, tout simplement, devient plus raisonnable, dès qu'on voit qu'il va y avoir quand même un gros travail de préparation derrière, si on va plus loin, pour sécher. Faut pas oublier une chose, c'est qu'une nana, c'est par nature plus grasse qu'un homme, ça va demander beaucoup plus d'efforts pour faire sécher. Donc, on doit encore plus, si autant un mec peut se permettre de faire ses hors-saison des fois un petit peu plus sales, chose que je préconise pas non plus, mais pour une fille, c'est vraiment à faire contrôler. Donc, je pense que dès que les abdos commencent à disparaître, dès que les obliques commencent à disparaître, dès qu'on commence à avoir quelque chose de cohérent, là, ça commence à devenir urgent de faire un mini-cut. Après, pour ma part, pour ce qui est d'une préparation, je pense que même si on n'est pas le plus compétitif possible, ça reste intéressant de mettre le pied le plus rapidement possible sur scène pour se tester, pour découvrir le milieu et voir si vraiment c'est quelque chose dans lequel on veut évoluer, grandir. Bien sûr. Mais il faut quand même se laisser le temps d'avoir construit quelque chose. Comme on disait l'exemple sur les bikinis, si t'arrives que ça se voit, un fessier qui est pas entraîné, ça se voit. Bien sûr. Voilà, faut se laisser aussi ce temps-là. Il y a un critère aussi qui est assez important, c'est à l'entraînement. Si je veux dire, si ça fait très longtemps que tu es en hors saison, que tu progresses plus à l'entraînement, que certes, par contre, ton tour de taille il continue à augmenter, là, c'est qu'il y a un problème et il faut redescendre quelque chose, quoi. Ouais. C'est un des critères là aussi qu'il y a à prendre en compte parce que le body fat, tu vas me dire, de toute façon, c'est lié au body fat aussi. Donc voilà, je sais pas ce que vous regardez d'autres chez les filles, en tout cas là-dessus. De toute façon, ça marche aussi pour les gars. En soi. Après, il y a aussi la tolérance à la diète, tout simplement. Il y a des personnes, à un moment donné, ils peuvent plus, ils saturent. Chez les filles, ça se voit un petit peu moins. Mais bon, faut le prendre en compte aussi, quoi. C'est tout pour la question, hein. Je crois. Comme j'ai réfléchi plus sur ce que vous avez dit. Parfait. Bon. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, quand même, de la prépa féminine. Je pense qu'on a dérogé, on est parti un petit peu sur d'autres choses aussi. Je pense que c'était assez intéressant. Oui, toujours, hein. Mais c'est obligé de parler du reste que de vraiment le off-saison, mais je pense que c'est assez important aussi de quoi il faut parler. Puis, c'est ça, et puis on pouvait pas non plus donner de toute façon, déjà, il y a 4 personnes là, il y a 4 personnes, il y aurait eu 4 types d'entraînement différents, il y aurait 4 diètes différentes, donc c'est pas le but non plus. Ou 4 protocoles différents, vu qu'on était là-dessus aussi. Donc voilà, je pense que le but c'était c'est d'échanger toujours. Et puis derrière, ce qui serait bien, c'est que s'il y a d'autres questions derrière, j'espère que ça en a levé d'autres et que les gens, ils hésitent pas même à nous écrire en privé à chacun.
pour qu'on continue d'échanger. C'est ça le but, échanger, comme on disait, parce que c'est comme ça qu'on apprend tous autant qu'on est, quoi. Exactement. Exactement, oui. Bon, merci à tous du coup. Merci à toi, Alex. Merci à toi, Alex. Avec plaisir. Et puis on se retrouvera, j'espère, rapidement aussi, tous autant qu'on est, avec d'autres personnes aussi, justement pour que chacun puisse échanger avec d'autres et puis qu'on continue d'essayer de faire évoluer dans le bon sens le milieu francophone. En tout cas, c'est ma petite ambition, peut-être un petit peu égocentrique là, pour le coup, mais non, c'est très bien. Oui, et puis aussi avec c'est les autres coachs comme quelque chose de méchant et de négatif, mais plutôt de s'entraider entre nous, parce qu'au final, c'est ce que j'ai vu un peu sur mon post Insta, je sais que vous l'avez vu les trois, c'est qu'au final, on est dans le même bateau, en fait. Donc, on a meilleur temps d'essayer de s'entraider un peu plutôt que juste se ramasser sur la gueule puis d'aller se voler des clients entre nous, quoi. Même en tant qu'athlète. Il y a du taf pour tout le monde. Alors, c'est ça. Se tirer dans les pattes maintenant. Voilà, je pense qu'on a chacun nos spécialisations, on a chacun nos tempéraments. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est pas parce que le feeling est pas bon avec un coach que le coach est mauvais. Ça veut simplement dire que le lien est pas bon et que ce sera peut-être meilleur avec un autre coach. Voilà, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est pas forcément à l'aise avec ma manière de travailler sera peut-être à l'aise avec la tienne ou avec celle de Claire. C'est pas pour autant que ma méthode de travail était mauvaise, c'est simplement qu'elle était peut-être pas forcément appropriée à la personne. Voilà. Donc non, je pense que c'est très intéressant de communiquer, échanger comme ça, de partager des choses. Voilà, comme je dis, il y a du taf, je m'en aperçois, il y en a pour tout le monde, quoi. Il y a de la place pour tout le monde, dans n'importe quel domaine que ce soit, il y a de la place pour tout le monde. Donc, exactement. Voilà. Clairement. Bon, merci bien. Bonne soirée à tout le monde, du coup. Merci à tous. À très vite pour un nouveau podcast. Ciao, ciao. Ciao.